Ouais, Ça y est, du coup, je suis ok. désolé parce que je t'ai squeezé en direct. Mais... Non, il n'y a pas de souci. Alors, bah écoute, je te propose, on va commencer. Les gens vont nous retrouver au fur et à mesure. Il y a aussi beaucoup de demandes pour la rediff. Donc, je le dis tout de suite, le live Ok. sera diffusé sur YouTube. Donc, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ton parcours et nous parler un petit peu de ce que tu as entrepris dans le monde du référencement naturel, s'il te plaît, Nicolas? Ok, alors moi j'étais donc il y a pas mal d'années, donc j'ai commencé à être salarié comme tout le monde. Puis, en parallèle de ça, je crée des sites internet pour rendre service à des amis, pour des associations, et cetera. J'ai découvert comme ça, WordPress, j'ai découvert PrestaShop, et cetera, et j'étais passionné un petit peu par ça. Donc par plaisir, je mettais en place des sites, je les optimisais, mais n'étant pas du tout développeur, j'utilisais simplement donc des CMS, hein. Donc au début, j'ai commencé avec Dreamweaver et FrontPage pour ceux qui ont pu connaître ça. Et puis après, les CMS sont arrivés assez rapidement avec WordPress et PrestaShop. En 2010, de mémoire, on a le statut auto-entrepreneur qui est sorti donc en France, et là, ça a été le déclic, hein, clairement. Ce statut-là ne serait pas sorti, je serais toujours salarié, je pense. J'aurais jamais eu le courage de me lancer, de créer une société et de lâcher mon job d'avant. Donc le statut entrepreneur est sorti, je me suis dit, bah, allez, aujourd'hui, je peux me lancer en parallèle de ce que je fais et essayer de proposer un petit peu mes services. Donc j'ai utilisé tout ce que j'ai pu faire avant. Donc j'ai fait des sites pendant quasiment peut-être une dizaine d'années, donc entre 2000 à 2010. Donc j'ai fait pas mal de sites qui ont plus ou moins bien vécu. Certains ont été arrêtés, d'autres ont bien marché. Et j'ai pu du coup rapidement avoir un portfolio pour montrer un petit peu ce que j'avais fait, et puis appuyer sur le côté référencement. Et j'avais pas mal de sites qui justement se référençaient assez bien. Bon, il faut savoir qu'en 2010, ce n'est pas du tout ce qu'on vit aujourd'hui, hein. En 2010, on n'avait pas encore connu Google Panda, Google Penguin et toute la clique, c'était open bar. On faisait un petit peu ce que l'on voulait, il y avait très peu de concurrents. C'était très facile de se positionner il y a 10 ans en arrière. Le marché a énormément changé en 10 ans. Et donc, je me suis lancé comme ça en auto-entrepreneur, et puis au fil du temps, j'ai gagné en visibilité, et toujours dans l'optique de mettre un site en place, mais pas simplement mettre un site en place, c'est un site optimisé pour le référencement. Et toutes les personnes qui sont venues me voir voulaient un site optimisé pour le référencement, c'est ce que j'ai toujours mis en avant, et c'est ce qui a fait ma plus-value un petit peu avec toutes les autres personnes qui vendaient simplement un site. Donc j'ai commencé comme ça, à travailler principalement à l'optimisation on-site du site. Donc c'était principalement donc, la structure technique, hein, donc avoir un CMS correctement optimisé. Donc à l'époque, je suis allé me former auprès d'Olivier Dufez, auprès de Laurent Bourrelli, auprès de Daniel Roch, qui était également bien positionné sur le référencement WordPress, pour rapidement apprendre, et puis autodidacte, hein, donc passionné par ce métier-là. Donc j'ai acquis énormément de compétences, et j'arrivais à mettre des sites en place bien optimisés en termes d'optimisation on-site, hein, c'est-à-dire la structure du site, le thème, les contenus, et cetera. Cela fonctionne assez bien. Puis en 2000, vers 2015-2016, j'ai commencé à m'intéresser aux liens, au netlinking. Et rapidement, je me suis rendu compte que pendant pas mal d'années, je me suis privé de ça. Je me suis focalisé toujours sur la partie on-site, mais que le off-site était très puissant, que l'on pouvait vraiment avoir de très bons résultats en travaillant la partie off-site. Donc, je m'y suis un petit peu intéressé. J'avais un collègue à moi qui s'appelle Alan Cladix, qui est assez connu dans le milieu pour ça, qui lui était donc un netlinker, qui m'a pas mal appris, montré de choses. Et puis ça m'a très intéressé, je m'y suis mis dedans, et puis jusqu'au moment de vouloir essayer d'industrialiser un petit peu ce que je faisais à la mano, c'est-à-dire je faisais des stratégies pour mes clients, et puis à côté de ça, j'essaie de mettre des liens un petit peu par-ci par-là, je récupérais tous ces liens-là que je mettais sur un document Excel, je faisais des captures de mes outils de monitoring pour suivre les positions, et j'envoyais tout ça aux clients. C'était un petit peu artisanal, mais ça fonctionnait bien. En tout cas, j'avais de bons résultats avec les stratégies de lien que je mettais en place. Et c'est Laurent Bourrelli qui a été un petit peu l'élément déclencheur, qui m'a dit: écoute, arrête maintenant de bricoler. Tu as un process qui fonctionne bien, tu en vends de plus en plus, la demande elle est là. Maintenant, essaie de passer au level supérieur, essaie de sortir une plateforme. À l'époque, il y avait Rocket Link et Soumettre qui étaient déjà là, donc deux acteurs dans le netlinking qui étaient déjà en place. Donc Soumettre était là depuis un an, et Rocket Link depuis pas mal d'années, mais les deux ne proposaient pas d'accompagnement, c'est-à-dire le client qui n'y connaît pas grand-chose dans le netlinking, qui ne sait pas
comment s'y prendre, peut avoir du mal à savoir par où commencer. Et nous, l'avantage, c'est qu'on s'est dit: «Bah, allez, on va proposer un accompagnement, les clients viennent nous voir, ils y connaissent rien, c'est pas grave, on audite le profil de lien, on regarde, leurs mots-clés qui sont positionnés, les pages qui sont associées, et on essaie, de définir, le budget qu'il faut mettre en place pour les accompagner et de façon à leur apporter des résultats et donc une évolution en termes de visibilité et tout au long de la stratégie, on va le monitorer, il y a des rapports live et cetera. Donc on a mis ça en place pour se différencier un petit peu donc de la concurrence et apporter, une plus-value en fait, à ce que les autres ne faisaient pas et ça a très, très bien marché. Aujourd'hui, donc la société elle a 3 ans. Aujourd'hui, on est une vingtaine donc en interne à la société, hein, donc en tant qu'associé ou employé. Donc on est une vingtaine aujourd'hui et on a énormément de freelance, qui bossent avec nous également pour de la rédaction web ou pour d'autres tâches. Donc voilà, on a facilement une quarantaine ou une cinquantaine de freelance qui bossent aussi avec nous. Donc voilà, comme quoi on peut, rapidement, trouver un marché, et se développer. Mais voilà, il faut arriver à un moment à se lancer, à démarrer et moi, vraiment, l'élément déclencheur, ça a été l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur ne serait pas sorti, j'aurais pas mis la main dans l'engrenage et j'en serais pas du tout arrivé là, en fait. Ouais. Et oui, moi, ça a été un peu pareil. Ça m'a permis de prendre confiance sans prendre trop de risques avec les taxes derrière. Je pense qu'on Ouais, était tout à fait. Tout à dans ce fait. cas-là. Et ton élément déclencheur, en gros, ton mentor au niveau du référencement, ça a été Laurent Bourrelli qui t'a motivé. Tout à fait, en fait. Laurent Bourrelli, c'est lui qui m'a débloqué 2 choses. Il m'a débloqué la première chose, c'est que, au tout début, je bossais en freelance et j'avais parfois certains gros devis ne passaient pas parce que les gens n'avaient pas forcément confiance en moi. Donc les gens qui creusaient un petit peu étaient rapidement en confiance par rapport à ce que je proposais. Mais certaines, grosses sociétés, me voyaient un petit freelance et n'avaient pas forcément confiance en moi ou étaient hésitants. Et j'ai perdu un appel d'offres pour un projet, une refonte sur PrestaShop où j'ai apporté le meilleur cahier des charges, la meilleure solution de refonte. Le responsable technique qui gérait la partie SEO et marketing m'a clairement dit: «Moi Nicolas, ce projet-là, comment dire? Ma proposition, c'est celle qui collait la plus à ce que lui voulait et cetera. Mais le boss de la boîte n'a pas voulu valider ça parce que j'étais freelance et auto-entrepreneur». Alors là, j'ai pris une grosse claque, hein. Je me dis: «Merde, j'apporte la meilleure solution, je j'ai vraiment toutes les billes pour vraiment leur apporter, la réussite dans la refonte de leur site mais par contre, j'ai pas été retenu parce qu'il y a un manque de réassurance derrière et donc Laurent Bourrelli m'a fait retravailler ma page d'accueil, hein. Donc en gros, il faut répondre à 4 questions. Qui es-tu? Pourquoi toi? Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Et puis qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et en fait, rapidement, il faut mettre, du branding, des paillettes. En fait, c'est simplement, j'ai pris ce que j'étais avant, j'ai seulement jeté des paillettes autour, hein, sur mon site en ayant un truc un peu plus brandé et les devis derrière ont transformé beaucoup plus facilement. Alors que pourtant, j'avais le même statut, j'étais toujours freelance tout seul. Alors sur mon site, j'ai fait le choix de parler en tant que je, c'est-à-dire c'est toujours Nicolas Mercatilis, c'est je, alors que beaucoup de personnes vont se glorifier en disant: nous, alors qu'ils sont seuls. Moi, j'ai pas voulu rentrer là-dedans, donc bon, c'était voulu, donc j'ai toujours parlé en tant que je et malgré, cela, maintenant, maintenant, il y a pas mal d'années en arrière, je crois que c'était aux alentours de 2015-2016 où j'ai vraiment fait un gros, gros travail là-dessus. J'ai vachement transformé derrière, au niveau des prestations, des devis et cetera. Donc simplement, voilà, de mettre en place de la réassurance sur son site peut vraiment aider à passer un cap et le second cap, c'est Laurent Bourrelli aussi qui m'a pareil, qui était là pour me dire: maintenant, lance la plateforme» et si Laurent m'avait pas poussé, je ne pense pas que je l'aurais fait non plus parce que là, c'était un gros projet. Il fallait, ou le lancer seul et investir beaucoup ou m'associer avec d'autres personnes. Donc c'était quand même un projet d'envergure et où il y avait des enjeux financiers également. Donc voilà, donc il fallait se lancer et je l'ai fait sous l'influence de Laurent Bourrelli. Si Laurent Bourrelli, pareil, n'avait pas été là pour me dire: «Vas-y, vas-y», il me le répétait toutes les semaines pendant X mois, honnêtement, je pense pas que j'y serais allé non plus, ouais. Ah, je le connais pas du tout. Moi, je suis assez. Ça fait 10 ans que je fais du référencement en tant que consultant freelance, mais ça fait 1 an que j'essaye de développer et d'apporter de la valeur aux autres. Et j'ai lu beaucoup de pépites sur le blog de Laurent Bourrelli, qui est bien planqué sur son site. Si vous voulez apprendre un petit peu au niveau du SEO, n'hésitez pas à aller farfouiller dans son blog, parce que c'est une petite mine d'or. Donc je le Ouais, non, tout à conseille fait. à tous.
C'est vraiment très, très, très intéressant. Je vais vous mettre aussi le lien du site de Nicolas, donc SM Joyce, la plateforme, en commentaire, comme ça vous pourrez jeter un petit coup d'œil et pouvoir voir de quoi on parle. C'est toujours plus sympa. En tout cas, moi, ce que j'apprécie chez toi dans ce que tu dégages sur Twitter, parce que moi, c'est là-dessus que je t'ai connu, c'est que tu es sincère et direct. Ah Euh, oui, tout à fait, ouais. et le côté sincère et direct dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui fonctionne aussi le plus. C'est-à-dire que Mmh. on a le droit de pas être d'accord, on a le droit d'échanger, on a le droit de se prendre la tête, c'est pas grave tant qu'on est constructif. Et je pense que le référencement aujourd'hui a besoin de ça. Et c'est ce que aussi Laurent Bourrelli amène, et c'est pas mal du côté de l'état d'esprit. Je rebondis sur ce que tu disais un peu avant, c'est-à-dire que du coup tu es dans le milieu tu fais du SEO depuis 2000 et du référencement, des backlinks depuis 6 ans, c'est ça? 2015 à peu près, en 2015, j'ai commencé à m'y intéresser, backlink et domaine expiré. Et puis voilà, en 2016, j'ai vraiment bien avancé sur le truc. En 2017, j'ai lancé Samjus. Ouais. Et au niveau de ta vision des stratégies de netlinking, comment tu as vu l'évolution du moteur de recherche Google et des autres, puisqu'il n'y a pas que Google, mais principalement Google qui a, avec les filtres qu'ils ont mis en place, ça a dû changer aussi votre regard et votre stratégie. Comment tu te places, toi, par rapport à ça? Bah, tout à fait. Moi, j'ai vu toutes les évolutions de Google, c'est-à-dire quand j'ai commencé vraiment donc à me lancer dans le métier en 2010, à proposer des prestations. Ben, Google à l'époque tolérait tout et n'importe quoi, hein. Moi, quand j'ai commencé le web, c'était pas Google, hein, c'était Lycos et AltaVista, les moteurs de recherche. Donc Google est arrivé après, a pris une place très importante, et aujourd'hui, ben, Google, c'est 93% des recherches en France, donc on ne parle même plus d'autres moteurs de recherche, on se focalise vraiment sur Google. Et il faut savoir aussi que 91%, ben, des clics, des actions se font sur la première page. Donc clairement, aujourd'hui, on ne parle que de Google et de la première page, hein. Au-delà de Google et au-delà de la première page, on est peu visible et il y a peu d'intérêt. Donc, j'ai vu arriver Google, j'ai vu arriver les premiers algorithmes, donc Google Panda en 2011, août 2011, Google Panda. Mon site créanico.fr avait même pas 1 an. J'étais complètement perdu sur les requêtes. Alors je sais plus sur quoi je me positionnais à l'époque, mais sur Webmaster Montpellier, Webmaster Nîmes ou Freelance ou SEO, etc. J'étais pas forcément bien référencé. Et puis Google Panda est arrivé, et là, hop, mon site, il a vraiment fait un gap, c'est-à-dire, ben, moi, je respectais les bonnes pratiques, c'est-à-dire, je n'avais pas besoin que l'on me dise attention, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Un jour, ça peut être pénalisé. Pour moi, c'était logique, et je suis toujours resté entre guillemets dans le droit chemin. Je n'ai jamais flirté avec vraiment les limites de ce que peut tolérer Google. Et c'est le problème de pas mal de référenceurs aujourd'hui qui aujourd'hui, avec quelque chose fonctionne, ils vont y aller jusqu'au bout, jusqu'à flirter vraiment avec les limites. Et puis, boum, de temps en temps, ça tombe parce que le curseur, bien sûr, il descend constamment. Donc, j'ai toujours fait attention à ça. Pareil pour les liens. On a eu Google Penguin en 2012, donc qui est venu pénaliser tous les abus de liens, parce qu'à l'époque, avant 2012, un référenceur était un spammer. C'est-à-dire tu achetais des blasts de liens, des quantités de liens énormes. Donc tu peux acheter ça sur des forums à des prestataires qui étaient en Inde ou je sais pas où. Et ces personnes-là te balançaient 2000 backlinks en une journée sur ton site. Et ton site, ils recevaient 2000, 3000 backlinks, 1000 backlinks. Et d'un coup, boum, ils montaient, ils passaient dans tout le monde. Donc c'était la foire à tout et n'importe quoi, celui qui achetait le plus de backlinks. Ça a duré quelques temps, et après ça s'est stoppé en fait. Google est vraiment venu stopper ça. Google Penguin a fait beaucoup de mal, mais en tout cas ça a stoppé l'hémorragie, et c'est un peu plus pour professionnaliser le métier. Aujourd'hui, je suis content de ce que Google a pu faire, parce que si Google n'avait pas fait tout ça, ça serait la foire à tout et n'importe quoi, et on serait pas là en fait, hein. Les clients n'auraient pas forcément besoin de nous, ils pourraient se débrouiller par eux-mêmes à faire du référencement, on n'aurait pas de plus-value à être là. Et plus Google resserre les taux, plus il resserre la vis, et plus ça se professionnalise, et plus il faut être bon, et meilleur, en fait, meilleur sera le métier en lui-même, en fait, hein, le métier de référenceur. Donc, voilà, j'ai toujours fait attention à ça. Et dans les stratégies de lien, donc avec Samjust, pareil, j'ai la même approche. C'est qu'aujourd'hui,
Google tolère pas mal de choses, des choses que l'on pourrait mettre en place nous en termes de backlink, mais je ne le fais pas parce que demain on ne sait pas de quoi ça sera fait. On sait qu'aujourd'hui ça fonctionne, mais demain peut-être pas. Et donc du coup, ben, je continue à garder cette vision du futur, à se dire, ben voilà, ça c'est logique que ça soit pénalisé dans le futur, donc je vais l'éviter. Il y a plein de choses comme ça que j'ai fait tout au long de mon parcours, hein, où je n'ai pas appliqué certaines pratiques qui fonctionnent à l'instant T pour justement me préserver de ça. Et aujourd'hui, dans le netlinking, j'ai la même approche. On travaille sur les monésites des clients. On a des clients qui peuvent être des grosses chaînes de télévision, des marques de luxe, des constructeurs de voitures, et cetera, qui viennent chez nous acheter du lien. Donc on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi sur leur site. On va vraiment faire attention et on va, faire en sorte que ce que l'on applique soit fondu dans la masse. C'est-à-dire, Google a l'habitude de voir un profil de lien, il a l'habitude de voir qu'on a des encres de type branding et URL principalement vers un site, qu'on peut avoir quelques encres optimisées, mais ces encres-là ne se répètent pas, que l'on peut avoir des liens à partir de pages d'accueil ou de footers, mais seulement quelques-uns, qu'on peut avoir certaines encres qui peuvent être très agressives, mais voilà, attention, on a droit qu'à une seule encre agressive et pas plus, parce que sinon il y a un danger à la répéter plusieurs fois. Et il y a plein de choses comme ça en fait qui font que voilà, on doit être légitime à recevoir des gros liens, on doit être légitime à recevoir beaucoup de liens. Donc tout ça fait que, on fait attention à ce que l'on fait et on ne prend zéro risque en fait. On ne prend zéro risque en resimulant ce que Google peut voir et nous on va s'appuyer sur Semjust, sur la plateforme Semjust, on va s'appuyer sur un réseau de sites partenaires, c'est-à-dire on ne possède pas, Semjust ne possède pas de site donc au niveau de la plateforme, on va utiliser des sites des partenaires et privilégier les vrais sites, les sites de blogueurs en fait, hein. Si j'ai la possibilité si je dois poser 20 liens pour un client, je vais mettre déjà 20 liens chez 20 éditeurs différents pour éviter d'avoir des empreintes entre les différents sites, hein. Google est capable de détecter que plusieurs sites appartiennent à une même personne. Donc on va chez 20 éditeurs différents et on fait en sorte, que ces sites-là soient crédibles, hein, qu'ils soient, après c'est sûr que si on est par exemple, si c'est pour une marque, je sais pas, une marque de cosmétiques ou des vêtements, là des blogs féminins, j'en ai à l'appel et j'aurai que ça et j'aurai beaucoup de sites crédibles. Par Oui. contre, on a des clients qui sont, par exemple, dans les cercles industriels. Bon, mais là, j'ai pas beaucoup de blogueurs passionnés dans les cercles industriels. Donc là, heureusement qu'on a les sites des SEO, mais on va sélectionner vraiment des sites qui soient assez bons quand même. Donc, on essaie vraiment voilà, de ne pas balancer des liens partout, de faire attention à ce que l'on pose comme lien et on resimule le naturel en fait, hein. C'est ne pas rentrer dans un, comment dire, dans un process qui pourrait faire que Google arriverait à voir que ce qu'on a fait n'est pas naturel. Bien sûr, certains liens peuvent être détectés. Je veux dire qu'un référenceur peut passer et voir effectivement que cet article-là, il aurait pu être acheté, qu'il a un doute là-dessus. Mais voilà, ça reste quand même noyé au milieu de la masse. Et Google aujourd'hui n'a pas les ressources pour pouvoir détecter tout ça lien par lien. Ouais. Je me permets de rajouter des petites choses à ce que tu as dit parce que je sais que sur SO Ultimate, on a eu quelquefois des questions ou même moi en privé, des fois on vient me voir et on me demande est-ce que je peux acheter 50 liens ou 200 liens sur 5euros.com. Ça, c'est une question qui revient très régulièrement, puisque c'est la tentation. Le prix, il est de 5 euros pour 50, 200 liens, etc. Et non, faut pas le faire. Idem sur des sites de référencement Black Hat qui vont proposer ça. Faut pas le faire. Au pire, si vous avez un petit budget, vous pouvez très bien faire des annuaires qui peuvent vous être utiles pour Non, lancer. après, on peut le faire, mais les liens, on les envoie sur les sites des concurrents, on les envoie pas sur les siens, en fait. On Oui, peut le faire, hein. Ça peut se après, non, après, ne cherchez pas, en fait, ne jouez pas sur la quantité de liens, jouez sur la qualité des liens. Il vaut mieux acheter un bon lien, si vous avez par un budget de 100 euros, il vaut mieux acheter 2 bons petits liens à 50 euros ou un lien à 100 euros qu'à acheter 50 liens pour 100 euros. Pareil, il faut être légitime à recevoir une vague de 50 liens d'un coup aussi. Et puis, il y a lien et lien. Qu'est-ce que vous allez avoir comme lien? Est-ce que les liens sont bien en follow? Est-ce qu'ils sont pas en follow? Est-ce qu'ils sont sur une page qui est indexée? Est-ce que voilà, il y a quand même beaucoup de choses à voir. C'est pas voilà, il y a lien et lien, hein, donc il faut faire attention à ça et à choisir vraiment de bons liens, mais privilégier la qualité avant la quantité. Ouais. c'est exactement ça. Et pour la petite anecdote, moi, je me suis fait plaisir. Je suis un fan de Viking et j'ai acheté un nom de domaine que j'ai récupéré, un expiré. Je vais monter un e-shop dessus, je le dis, c'est pas grave, c'est viking.fr. Et en fait, je l'ai acheté et j'ai pas fait attention. Il y a eu une redirection 300 fait par un gars d'un site porno
au niveau du nom de domaine. Et du coup, ça m'a fait marrer parce que je me suis dit que le site Viking.fr, c'était une agence de voyage il y a 10 ans. Le site était en dormance totale. Et des mecs, quand ils ont vu que le site revenait, ils m'ont fait une 301 direct là-dessus. Bon, après, si vous avez des mauvais liens, tiens, d'ailleurs, ton avis m'intéresse là-dessus. Je l'ai pas préparé dans les questions, mais c'est pas bien grave. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je fais toujours un fichier de désaveu quand j'ai des liens directs qui redirigent vers des domaines qui redirigent vers mon URL à moi, vers mon domaine à moi. Que penses-tu, toi, du fichier de désaveu? Parce qu'il y a plusieurs écoles. Il y a certains Alors, consultants. Vas-y, je te... moi perso, je ne l'utilise pas. Déjà, venir constamment mettre à jour le fichier de désaveu, ça veut dire qu'on est vraiment en train de regarder les liens. Donc ça montre qu'il y a de la manipulation derrière ça. Il faut savoir que ce fichier de désaveu, il est simplement stocké là au cas où il y a un problème. C'est-à-dire Google ne va pas forcément en tenir compte à l'instant T, mais si un jour vous avez un problème, une pénalité manuelle, etc., vous pouvez dire attention, regardez, j'ai désavoué il y a tel moment tel lien. Le fichier de désaveu, moi, pour l'avoir testé au tout début, honnêtement, ça n'a jamais rien apporté. Et puis, pour en discuter régulièrement avec d'autres référenceurs, ils ont le même retour que moi là-dessus. Le fichier de désaveu, je ne l'utilise pas, sauf si vraiment je reçois du négatif SEO avec des liens vraiment, vraiment pourris, où là, j'ai vraiment peur d'avoir une pénalité ou autre. Et effectivement, là, je vais désavouer pour dire attention, voilà, ces liens, voilà. Mais après, constamment monitorer ces liens et tous les mois le mettre à jour ou tous les 6 mois le mettre à jour, le fichier des aveux, non, 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 je fais pas, non. D'accord. Et sur des domaines ultra concurrentiels de type, je sais pas, moi je te prends un exemple, mais je vais te prendre un cliché, mais les serruriers à Paris qui se balancent des liens à longueur de temps, des liens négatifs, par exemple des sites porno ou des sites complets qui n'ont rien à voir avec leur domaine d'activité. Dans ce cas-là, où c'est quelque chose, un domaine assez précis, tu estimes que Google fait la part des choses ou... Après, Google est quand même assez intelligent pour voir beaucoup de choses. Aujourd'hui, le web est spammé. On reçoit énormément de spam aujourd'hui, hein, et nous, dès qu'on a des gros sites qui rentrent chez nous, automatiquement, ils ont du spam, mais c'est du spam que tout le monde reçoit, hein, que je reçois sur mon site cranico.fr, qu'on reçoit sur d'autres sites. C'est le même type, c'est la même typologie de spam. Quand c'est ça, Google, effectivement, il est capable de le voir et de l'identifier. Il est assez intelligent aujourd'hui pour le voir. Et quand on voit que des sites reçoivent cette vague de spam-là, donc tu peux recevoir facilement 300, 400 backlinks d'un coup. On a remarqué qu'effectivement, il ne se passe rien en fait, hein. Il y a pas de pénalité ou de baisse de trafic ou autre. En fait, voilà, le site continue sur sa lancée. Après, quand on est dans des thématiques très très concurrentielles, effectivement, on peut se recevoir des liens bien bien pourris. Et j'ai un client il n'y a pas très longtemps qui est rentré dans un secteur très très concurrentiel. Au début, il végétait un petit peu au-delà de la première page. Et dès qu'il a commencé à se rapprocher du top 5, et ben là, c'était voilà. Donc là, il commençait vraiment à gêner et il s'est pris des liens vraiment pourris, dont des liens adultes, etc. Donc là, effectivement, dans ce cas-là, on est venu désavouer les liens. On les a désavoués quand même pour dire attention, voilà, ces liens que j'ai reçus, par contre, voilà, c'est vraiment voilà, du négatif SEO, c'est mal intentionné, on le, donc on le désavoue. Mais après, voilà, tant que ça bouge pas, en tout cas, voilà, le site a commencé à baisser en termes de visibilité. Le désaveu n'a rien changé, hein, donc il n'a pas freiné ça, etc. Voilà, il y a d'autres choses après à faire derrière. Mais voilà, et puis j'ai eu le cas d'un client où carrément il a dû au bout d'un moment carrément changer le nom de domaine. C'est-à-dire il s'est tellement fait pourrir son nom de domaine qu'au bout d'un moment il a carrément jeté le nom de domaine, il est passé sur un autre domaine pour repartir avec quelque chose de propre à zéro tellement que le site et s'était fait démonter. Ouais. Ah, c'est hallucinant, c'est Ouais, hallucinant. ouais. Et Il s'était pris un Google Penguin déjà à l'époque. Il y avait donc déjà un référenceur qui avait fait du sale boulot. Google Penguin est arrivé, donc il s'est pris un Google Penguin. Son site a végété de 2012 à 2014 entre les deux versions de Penguin, parce qu'à l'époque, tu prenais la pénalité, il fallait attendre la prochaine mise à jour pour lever la pénalité. Donc le site est reparti en 2014. Et puis derrière, il s'est repris du lien pourri, etc. Le site il est retombé. Et puis là, voilà, il a baissé les bras, il a créé une autre marque et puis s'est relancé sous une autre marque derrière. Voilà, ouais. ah, il est courageux en tout cas, c'est bien de ne pas lâcher l'affaire parce que ça doit quand même être lourd à supporter Tout à fait, psychologiquement. ouais. Ça ne doit vraiment pas être facile, hein, clairement, hein. Et dans ton parcours, je sais que tu as développé un thème PrestaShop.
au niveau des CMS, parce qu'il y a toujours des débats entre WordPress, PrestaShop et même Shopify. Maintenant, Shopify, avec le dropshipping, on en entend beaucoup parler. Tout à fait. Mais c'est assez. Enfin, moi, je sais que je suis pas adepte de Shopify parce que je le maîtrise pas. C'est pas un CMS sur lequel je suis habitué à travailler. Mais toi, au niveau de ton point de vue par rapport à ce que tu as fait avec PrestaShop et WooCommerce, quel est ton avis sur les thèmes et sur les templates déjà prêts pour pouvoir optimiser des campagnes SEO et comment choisir un bon thème? Alors déjà, donc pour répondre pour la partie CMS, effectivement aujourd'hui il existe beaucoup de CMS, donc pour un site vitrine, la question ne se pose pas, c'est WordPress, hein. Il y a Drupal et Joomla. Joomla est complètement en fin de vie. J'ai donné une conférence l'an dernier au Joomla Day. Le Joomla Day, j'avais 70 personnes dans la salle, c'est un événement qui ramène 70 personnes en France. Le CMS est vraiment en fin de vie. WordPress, monte à grands pas et WordPress quand je donne des conférences dans les WordCamp, le WordCamp Paris, j'ai peut-être 400 personnes, 300 à 400 personnes. Donc voilà, on a vraiment, Joomla peut être un bon CMS dans certains cas, mais en tout cas, la communauté derrière n'est plus là. Donc pour un site vitrine, utiliser WordPress, il y a vraiment de très bonnes performances avec WordPress. Clairement, Google aime le code de WordPress en termes de SEO, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour le e-commerce, il y a plus de possibilités. Effectivement, donc on va commencer par WooCommerce. WooCommerce qui est comment dire, donc une extension qui va se greffer à WordPress, qui permet donc d'intégrer des fonctionnalités de vente e-commerce donc sur un site WordPress. WooCommerce fonctionne très bien, mais a pendant longtemps été un petit peu critiqué parce que effectivement, on ne pouvait pas forcément gérer des gros catalogues avec un WooCommerce. Mais aujourd'hui, WooCommerce se référence assez bien. On peut faire pas mal de choses avec. Voilà, c'est un CMS que j'aime assez bien. Et il y a également PrestaShop qui est un petit peu plus gros que WooCommerce, qui va s'adresser à des projets un petit peu plus ambitieux. La PrestaShop, c'est un vrai CMS e-commerce, hein. Contrairement à WooCommerce qui est WordPress plus un module e-commerce, la PrestaShop, c'est vraiment un CMS e-commerce qui est très complet, qui a plus de fonctionnalités qu'un WordPress et qu'un WooCommerce. Nativement, il est multilingue. On peut faire du multidomaine et du multilingue, donc avoir plusieurs boutiques dans différentes langues. Ça fonctionne très bien. Et ça reste aujourd'hui une solution qui est rapide à prendre en main et qui est la plus demandée en France. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer en tant que prestataire, je vais lui recommander d'aller sur l'univers PrestaShop parce que c'est là où il y a le plus d'argent à prendre, hein, clairement, hein. Il y a plus de budget en termes de prestations. Shopify, on est sur une solution SaaS. C'est-à-dire déjà, on ne fait pas ce que l'on veut. C'est-à-dire, on utilise un logiciel qui est hébergé et on n'a pas la main sur tout. Donc moi, ça m'a bloqué parce que j'aime bien aller au bout d'optimisation SEO. Et quand j'ai pas la main sur une page d'accueil et que je peux pas intégrer un lien en follow parce que le CMS me bloque la fonctionnalité de mettre un lien en follow sur une page d'accueil, par exemple, c'est pas possible en fait, hein. J'ai rapidement abandonné Shopify. Et pour la petite histoire, nous sur Semjus, on a vraiment différentes typologies de clients. Tous les clients qui viennent avec on a peu de WooCommerce, hein, peu de WooCommerce. On a pas mal de PrestaShop et tous les PrestaShop, c'est des TPE, des PME, des TPE. Donc on voit que ce type d'entreprise-là, d'e-commerçant-là qui va à se diriger vers PrestaShop. Et Shopify, on en a pas mal aussi. Par contre, Shopify, c'est que des dropshippers, des petits entrepreneurs qui justement ont suivi une formation comment devenir riche en 3 mois et qui se sont lancés. Donc certains ont réussi ça, on en a clairement qui sont sur des milieux de niche et qui fonctionnent très bien avec des Shopify. Mais voilà, on va dire on n'a pas beaucoup de Shopify qui cartonnent vraiment en termes de SEO en fait, hein. Beaucoup font du lien, mais Shopify est handicapé par pas mal de choses. Voilà, Shopify n'est pas parfait en termes de SEO. Après, il y en a un autre qu'on n'a pas mentionné, c'est Magento. Magento, c'est le même principe que PrestaShop, mais c'est beaucoup plus lourd. Ça s'adresse à des sites qui seront beaucoup plus gros et qui donc ça coûte plus cher à développer, ça coûte plus cher à héberger, etc. Donc voilà, si aujourd'hui vous devez lancer un site e-commerce, j'aurais tendance à vous proposer un WooCommerce ou un PrestaShop. C'est les deux solutions qui sont les plus utilisées, qui sont faciles à prendre en main, qui sont économiques, hein. Vous n'avez rien à payer, vous récupérez la solution qui est gratuite, vous l'hébergez directement sur OVH, sur One and One, sur WP Server 7/24/24. Il y a plein d'hébergeurs spécialisés pour ces solutions-là. Et une fois que
C'est hébergé, ben, vous faites ce que vous voulez. Vous intégrez le thème que vous voulez, vous mettez les modules que vous voulez, vous modifiez tout ce que vous voulez. Vous n'avez aucune limite. La seule limite que vous aurez, c'est vos compétences en termes de développement, d'optimisation ou votre porte-monnaie pour prendre quelqu'un qui va vous faire cela en fait. Voilà. Mais en tout cas, tout est possible, ce n'est qu'une question de temps ou d'argent, tout simplement. Ouais, c'est très modulable et en règle générale, c'est une question aussi de volonté. C'est-à-dire que si vous avez envie aussi d'apprendre à développer un peu vous-même, c'est les deux CMS les plus accessibles également en termes Exactement. de code. Je rebondis parce qu'on a Et une c'est petite question. ouais, mais c'est pour ça que justement, j'ai pour revenir au thème, Oui, j'ai développé donc un thème pour PrestaShop il y a maintenant 2 ans. Je l'ai lancé en 2018. Donc j'ai voulu en fait, j'en avais un petit peu marre d'acheter des thèmes qui étaient faits par des développeurs qui n'avaient pas de notion en termes de référencement. C'est-à-dire à chaque fois que j'achetais un thème, je devais prendre le temps de prendre donc je ne suis pas développeur, je ne suis pas intégrateur, donc je devais payer donc quelqu'un pour justement venir me corriger tout ce qui n'allait pas sur le thème. Parce que voilà, les développeurs ne sont pas des référenceurs et j'en avais un petit peu marre à chaque installation de PrestaShop, à chaque installation de WordPress d'avoir des problèmes. Donc pour PrestaShop, j'ai développé le thème qui s'appelle SEO Presta, qui est aujourd'hui le thème, le plus optimisé pour PrestaShop. Donc je l'ai vendu il y a pas très longtemps, il y a Prestamodule qui est le leader de la vente de modules en France pour PrestaShop. Donc il voulait se lancer dans les thèmes, hein. Il ne faisait que des modules, il voulait se lancer dans les thèmes et donc du coup voilà, donc ils ont racheté, la société et le thème SEO Presta, et aujourd'hui c'est eux qui le gèrent et qui le possèdent. Donc moi je l'ai juste fondé, mais maintenant ce n'est plus mon thème. Mais aujourd'hui SEO Presta, c'est un thème qu'on a bien optimisé en termes de performance, en termes du nombre de requêtes. On a intégré du siloing thématique, hein, pour venir cloisonner les différents univers du site. On a intégré de l'obfuscation de liens pour justement améliorer le maillage, le maillage du site, etc. Voilà, donc je t'ai vu dans le chat, tu as mis le site de Nico. Alors, Créa Nico, c'est mon site de freelance. Après, en fait, vous allez sur nicolas.mercatili.fr et là, j'ai un petit peu, comment dire, tout ce que j'ai pu faire et ce que je propose est mentionné sur le site. Hem donc parce que c'est le site SEO Presta, je crois, c'est SEOpresta attaché .com pour le thème. Et donc ce thème-là, donc c'est très, très bien vendu, hein. Aujourd'hui, c'est le thème phare, pour quelqu'un qui veut aujourd'hui se lancer avec PrestaShop. C'est clairement le thème qui va donner le plus de chances à votre boutique de se référencer. C'est-à-dire le thème, il vaut dans les 150 € hors taxe. Donc pour 150 €, ben, vous avez un thème qui est parfaitement optimisé en termes d'UX, parce que j'ai fait appel à un neuroergonome qui nous a complètement charté ça. En termes de SEO, en termes de performance, le site est quand même, le thème est assez agréable. Donc du coup et surtout, c'est que le thème, il fonctionne bien. Vous n'avez pas besoin de reprendre quelqu'un qui va débugger et cetera. J'ai beaucoup acheté de thèmes sur ThemeForest, et également sur Template Monster. C'est clairement le thème qui a donné le plus de et avec ces 2-là, j'avais pas mal, de soucis et c'est qu'à chaque fois, j'avais toujours des choses à reprendre. Donc voilà, donc aujourd'hui, SEO Presta est le leader, pour donner un maximum de chances à sa boutique de se référencer. Donc pour 150 € en gros, vous partez avec la meilleure structure technique et un bon maillage et cetera. Donc c'est pour ça, c'est comme l'hébergement. N'essayez pas de gratter quelques dizaines d'euros par mois sur l'hébergement. L'hébergement, vous devez payer, 20 à 30, 40 € par mois pour avoir un bon hébergement pour un PrestaShop. C'est le minimum à dépenser. Alors moi, j'héberge tout chez 772424 qui est l'hébergeur aujourd'hui le plus, comment dire, le plus orienté vers PrestaShop. Donc c'est 772424 pour 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et cet hébergeur-là, il est spécialisé sur PrestaShop. Donc on a des hébergements qui sont assez performants, assez rapides, ça coûte 39 €. Mais voilà, quelqu'un qui veut se lancer sur PrestaShop, partez sur cet hébergement-là, partez sur le thème SEO Presta et déjà là, vous avez déjà une bonne structure technique. Vous venez, comment dire, valider les points, du premier pilier technique du SEO et la structure technique entre l'hébergement, le CMS
et le thème. Après, vous avez des autres piliers qui sont le contenu et le netlinking, mais ça, on en parlera après. Et pour dans l'univers WordPress, quand j'ai vendu donc SEO Presta, j'ai refait un petit peu la même chose. Donc c'est sur le site wp-rank.net où là, je propose déjà un plugin d'obfuscation de liens, donc qui permet de venir masquer des liens. En fait, en gros, pour ceux qui seraient un petit peu novices là-dedans, l'obfuscation de liens, donc ce qu'il y avait aussi sur le thème SEO Presta, l'obfuscation de liens, c'est une technique pour masquer des liens seulement aux robots de Google. Il y a le cloaking de liens, où là, on affiche deux contenus différents, on détecte les IP de Google et on affiche un contenu aux visiteurs et un autre contenu donc au robot de Google. Et l'obfuscation de liens, on affiche le même contenu, seulement les liens sont présents dans le code, mais ils sont en JavaScript et encodés en base 64. Google n'arrive pas à décrypter le lien et n'est pas capable de le lire. Donc du coup, il ne voit pas le lien et il va prendre votre page, la lire sans prendre ces liens-là. Donc du coup, ça nous permet de retirer énormément de liens. Par exemple, sur un site e-commerce, ça ne sert à rien de mettre des liens vers le panier, vers la page Mon compte, vers les mentions légales, vers les CGV, toutes ces pages-là, les réseaux sociaux également, toutes ces pages-là ne sont pas légitimes à recevoir de liens et parce que si on fait des liens vers ces pages-là, automatiquement, on va leur transférer du jus SEO. Donc du coup, on sculpte un petit peu le PageRank de son site, hein, on redistribue correctement le jus SEO donc au cœur de son site en sélectionnant où le jus doit passer par les liens que l'on veut et on vient neutraliser, masquer les liens que l'on ne veut pas voir affichés. Et du coup, Google, il va nous allouer également un crawl budget un plus important parce que quand on a beaucoup de liens, Google, les robots de Google s'épuisent à partir sur tous les liens et aller sur tout le site. Donc là, on peut mieux canaliser où on va envoyer les robots de Google pour qu'ils indexent plus facilement un site en fait. Voilà. Donc l'obfuscation de liens, aujourd'hui, ça marche vraiment bien. Donc ceux qui utilisent WordPress, vous avez le module donc, OBF Link hein, sur mon site WP-Rank qui permet justement d'obfusquer les liens et d'optimiser le maillage interne. Et sur ce même site-là, j'ai bientôt un thème WordPress qui arrive. Donc voilà. Mais je te ferai passer une licence des deux, Baptiste, comme ça tu pourras tester le thème et le plugin, et comme ça tu me feras un petit retour aussi là-dessus. Ouais. Avec grand plaisir, je vous mets le lien, je l'ai trouvé. Du coup, tu t'es fait un beau PBN. Je me suis fait un beau PBN. Oui, oui, oui. En fait, ouais, c'est sûr. Ouais, en fait, j'ai pas mal d'activités comme ça. Mais en fait, j'ai voulu répondre à tous mes besoins. Aujourd'hui, quand je vais installer un WordPress ou un PrestaShop, je veux avoir un thème qui soit correctement optimisé. Il n'y en avait pas, je l'ai créé. Je voulais obfusquer mes liens. Il n'y avait pas forcément de module pour ça, je l'ai mis en place. Voilà. Je voulais de la rédaction sémantique. J'ai aussi une plateforme pour faire de la rédaction sémantique et des rédacteurs pour ça aussi. Et ça me permet du coup de l'utiliser pour moi parce que moi j'ai. Comment? Le nom de ta plateforme de rédaction. Laze.fr. Tu l'as aussi sur le site Nicolas.mercatili, tu l'as aussi D'accord. en lien. C'est laze.fr. Laze.fr. Et ça permet du coup, de répondre à tous mes besoins, c'est qu'aujourd'hui, je veux lancer des sites et je lance des sites pour mes propres besoins, pour vendre du lien également en tant que Nicolas Mercatili. J'utilise mon thème, j'utilise ma rédaction sémantique, j'ai des plugins pour automatiser l'envoi de mes rédactions vers mes sites, j'ai les SEMjust pour les liens. Voilà, j'ai bouclé la boucle en fait. Hein, je suis capable de répondre sur tous les piliers du référencement, utiliser le bon CMS, correctement le configurer, intégrer un thème qui soit bien optimisé, optimiser le maillage interne à la structure du site, intégrer des contenus sémantiquement optimisés et faire du backlink derrière. Et ça, c'est ce que je propose aussi à mes clients. Voilà, je suis capable de répondre à tous ces besoins et à voir ce qui se fait de mieux pour ça en fait. Tu as automatisé en fait tous tes process qui sont très très longs et qui te permettent d'être beaucoup plus Exactement, tout productif à dans fait. ton quotidien. Moi, Tout c'est à ce que fait. Et j'essaie de faire, mais c'est pas simple. Ça pourrait être très intéressant que tu puisses, un de ces quatre, partager ça, même parce que j'imagine que ce que tu as fait pour déployer tes contenus sur tous tes sites, j'imagine que c'est sous forme de CMS ou c'est un logiciel.
Tout à Euh, fait, tout à fait. J'ai en fait donc j'ai en fait une plateforme où j'ai, en fait ça c'est mon pour mon propre besoin, je suis le seul utilisateur. J'ai une petite plateforme où les rédacteurs viennent se connecter, ils ont les briefs directement. Donc là sur Laze, les personnes sur Laze achètent leur rédaction. Une fois qu'ils ont acheté la rédaction, ils me filent toutes les informations via un formulaire, pour ce qu'ils veulent. Ça part directement sur ma plateforme de rédaction. Sur la plateforme de rédaction, je vais moi attribuer un rédacteur en fonction du besoin. Et derrière, donc la rédaction donc, se fait sémantiquement, c'est-à-dire le rédacteur a un guide pour avoir un champ lexical le plus large possible et va rédiger donc avec donc une optimisation sémantique. Et après, une fois que c'est terminé, le client peut récupérer en HTML le code directement, donc le code HTML directement. Il peut récupérer également le PDF s'il doit fournir cette rédaction-là à un de ses clients. Il peut également récupérer donc le PDF avec justement la requête, le champ lexical, le graphique d'optimisation SEO, la rédaction, le rédacteur, le nombre de mots, etc. Donc il a un document prêt comme ça. Et j'ai aussi la possibilité, les clients qui veulent, qui me demandent d'automatiser les publications sur leur site, j'ai un plugin dans WordPress que j'installe sur leur site. Et moi, dès que la rédaction elle est faite, je choisis tel site, telle catégorie, tel auteur, telle date de publication, et boum, la rédaction elle part directement sur le site du client. Donc ça me permet de répondre à mes besoins moi, parce que moi j'alimente pas mal de mes sites aussi, mais ça me permet de vendre de la rédaction également, comme ça en fait, voilà. Mais je ne fais que de la rédaction sémantiquement optimisée parce qu'aujourd'hui, c'est clairement ce qui va venir faire ranker un site en fait. Ouais. alors, je dis juste, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi, j'en ai déjà quelques-unes de prêtes qu'on m'a demandé pour ceux qui ne peuvent pas être là en direct. N'hésitez pas dans les commentaires. Freddy, on répondra du coup à la question à la fin du live. J'ai pas oublié. On va y répondre après. Nicolas, du coup, je me permets de te poser une question qui était pas prévue, mais je suis en train, moi, d'étudier la différence entre les pages et les articles sur WordPress. WordPress, Oui. c'est aujourd'hui le CMS numéro un au monde. Et je m'aperçois qu'autant dans mes clients que dans les utilisateurs de WordPress, j'ai pas, je vais donner des chiffres à la volée, mais c'est pas, c'est pour avoir un ordre d'idée. Je dois avoir 80% de mes clients qui utilisent les articles de façon récurrente. C'est-à-dire qu'ils utilisent les articles avec une donnée temporelle euh, Oui. qui n'est pas pour moi optimisée pour le référencement naturel, mais ils l'utilisent parce que c'est plus facile pour eux et c'est une logique. Mais ils n'utilisent absolument pas leur page. Ton avis sur le poids des pages et des articles en Alors, référencement m'intéresse. il n'y a pas de différence pour moi que l'on publie sur une page ou un article. Pour moi, ça ne va pas changer grand-chose en termes de référencement. La différence qu'il faut bien comprendre, hein, qu'il faut avoir en tête, c'est que les pages, ce sont des pages qui sont fixes et qui vont rester donc présentes au même endroit pendant X années. Les articles, par contre, il y a un effet de chaise musicale, en fait, donc on va avoir une rotation. Donc les pages, lorsque l'on a un site web, on a automatiquement, des pages qui seront des pages de présentation, la page d'accueil, la page de contact, des pages de service, et cetera. Ces pages-là sont maillées dans le menu et sont très proches de la page d'accueil, donc elles reçoivent beaucoup de jus. Les articles, par contre, si on publie régulièrement, les articles vont prendre de la profondeur. C'est-à-dire aujourd'hui, sur mon site, j'ai par exemple, je sais pas, j'ai pas une dizaine d'articles. Dès que j'en aurai d'autres, les plus anciens vont automatiquement descendre et vont être de plus en plus loin de la page d'accueil. C'est-à-dire pour aller sur l'article, je devrais cliquer, aller sur le site, je vais sur le blog, je vais en page 2 et je clique sur l'article. Donc je suis déjà à 4 clics de l'article. Donc effectivement, l'article qui est à 4 clics de la page d'accueil, sera moins bien positionné que la page de service qui est présente dans le menu en fait constamment. Donc c'est une question de profondeur. C'est pour ça que sur, sur mes sites, j'ai toujours d'intégrer une page plan du site sur WordPress. La page plan du Vous allez sur mon site cranico.fr par exemple, vous cliquez tout en bas à droite et vous voyez que vous avez la page plan du site. Et la page plan du site va reprendre tout le contenu de mon site. Je fais la même chose sur les sites e-commerce. Sur un site e-commerce, si on a un très gros site e-commerce avec beaucoup de catégories, sous-catégories, Google, effectivement, il nous alloue un crawl budget, hein, donc un temps pour venir crawler notre site. Et plus on va l'envoyer profond dans le site, plus il ira chercher des pages qu'il n'irait pas voir s'il devait suivre seulement l'arborescence du site en passant par le menu, etc. Donc du coup, le plan du site peut permettre de rapprocher en nombre de clics les pages qui seraient profondes. Donc, ça reste intéressant, ça reste intéressant.
mais ça ne fait pas tout non plus, en fait. Et si vous avez des contenus qui sont trop loin, effectivement, il vaut mieux se référencer. Donc pour moi, il n'y a aucune différence en termes de pertinence sur les pages ou les articles. C'est juste, en fait, comment ils vont évoluer dans le temps et comment on va les utiliser toujours avec cette notion comment dire? De profondeur et de chaise musicale, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, pour toi, tout ce qui est événementiel, entre guillemets, tout ce qui est amené à disparaître, doit s'orienter vers les articles, et tout ce qui est Tout à dans le fait. dur, c'est-à-dire des offres de services, ou si vous voulez travailler un gros mot-clé qui sera au cœur de votre activité, choisissez davantage les pages et hiérarchisez votre contenu. Tout à fait, voilà. Après sur une page de service, si on a une grosse requête sur une page de service, on peut avoir du mal à venir, on va dire, intégrer beaucoup de textes et de sémantique sur une page de service, en fait. C'est un peu délicat parce qu'il faut qu'elle soit présentable. Il faut toujours, peser l'UX et le SEO, en fait, hein, avoir quelque chose de présentable et bien optimisé. Donc on peut avoir une page de service qui serait, par exemple, je veux me référencer sur une requête qui serait, je sais pas, qui serait une stratégie de netlinking, par exemple. Ben, je fais une page qui va présenter les stratégies de netlinking, sur ma page, mais après derrière je peux faire des articles de blog avec des articles très complets sur une partie de la stratégie, et cetera, qui vont justement très bien se positionner et venir linker cette page-là, en fait. Donc, parce qu'on ne peut pas avoir une page de service est une page de service, de présentation de service, elle doit être quand même sexy pour les internautes. Alors qu'un article de blog, c'est de l'actualité. Allez, si je veux faire un 1500 ou un 2000 mots, je le fais, je le balance, et puis voilà. Donc, il faut vraiment séparer, voilà, la partie page de service présentation et la partie actualité où là effectivement je peux mettre un petit peu tout et n'importe quoi, ça reste de l'actualité et à vocation également SEO. C'est ça. Et quand tu dis linker, en fait, c'est des call to action qui redirigent vers la page. Euh, Tout à fait, ça peut être des call to action ou des liens dans les contenus, ça peut être il y a différentes possibilités de venir, linker les pages. Après moi ce que j'aime bien, c'est les mettre sur des angles. Alors ce que je fais, c'est que quand, sur le thème WordPress que je suis en train de préparer, comment dire? Le menu du thème est présent physiquement en haut quand on regarde le site, mais dans le code, il est en bas. Le fil d'Ariane pareil. Donc c'est-à-dire quand ah oui, Google vient sur la page, il va prendre en premier le corps de la page, du contenu ou l'article ou la page, il va lire ça. Après, il aura la sidebar, il aura également le menu et le fil d'Ariane et le pied de page, le footer. Donc du coup, j'aime bien mettre des encres optimisées dans mes liens internes parce que comme Google va tenir compte de la première encre qu'il va voir, eh ben, il faut qu'elle soit parlante. Donc j'essaie d'avoir un maillage interne pertinent justement sur mon site pour justement renvoyer. Donc si j'ai une page qui est importante pour moi, eh ben, j'essaie de faire d'autres pages qui vont la linker, mais la linker rapidement en haut de l'article et avec une encre qui soit quand même assez parlante, qui soit pertinente pour la page que je cherche à pousser, en fait. Alors que si vous avez cette page-là, ma page de service qui est linkée déjà dans le menu, Google, il prend le site WordPress, il passe par le menu, il va voir le terme qui est très court, qui n'est pas optimisé, qui renvoie vers la page, et même si j'ai pris après une encre optimisée vers cette page-là, ben lui, il aura pris la première. Voilà, donc il faut savoir que 99% des thèmes que vous allez acheter, ils sont conçus comme ça, en fait, hein. Vous avez dans le code, vous avez le menu, il est en haut, vous avez le menu, le fil d'Ariane, parfois même la sidebar, et après vous avez le contenu. Ouais. c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir et prendre le temps d'analyser les thèmes avant de les acheter. Parce que c'est souvent, il faut souvent mettre le 3 fois le prix du thème pour faire intervenir un développeur pour qu'il modifie la structure et rien que la structure HN qui est quelque chose de tout bête et basique en référencement. Donc les H1, H2, H3, qui doivent être utiles et pas basiques, c'est-à-dire je sais pas moi, les derniers produits, par exemple, si vous avez dernier produit en titre, c'est pas utile pour le référencement, Google s'en fout complètement. Euh, Le meilleur exemple, c'est sur les boutiques. Souvent, le H1, c'est bienvenue sur ma boutique. Ok, donc c'est non, non, non. Là, on met boutique de chaussures à Paris. On essaie d'avoir des mots clés métiers, des mots clés géolocalisés. Si vraiment on est localisé quelque part et qu'on veut justement jouer là-dessus, on essaie d'avoir un balisage HN parlant, c'est-à-dire quand Google regarde simplement les balises HN, donc vous avez des outils qui permettent de le voir, vous avez l'outil web développeur qui permet d'afficher le balisage HN d'une page. Quand vous allez regarder simplement le balisage HN d'une page,
vous devez comprendre de quoi traite la page en fait, et on doit comprendre comment la page a été organisée et hiérarchisée en fait, simplement en lisant les titres à chaîne. Donc testez-le, vous allez sur votre page d'accueil, vous allez sur une page produit, vous allez sur un article, vous allez sur, une page catégorie et vous pouvez regarder justement qu'est-ce qui apparaît comme balisage à chaîne quand je regarde ça. Il faut que cela soit parlant et que l'on comprenne déjà ce qui est proposé seulement en voyant ça. C'est ça. Et n'hésitez pas à aller voir aussi ce que font ceux qui sont positionnés dans le top 3 dans votre thématique. Ça va vous permettre de voir ce qui fonctionne et vous pouvez répéter et adapter à votre contenu. Ça, c'est ce que je conseille toujours. J'essaye de reprendre le fil des questions parce que là, on est parti Alors, loin. les questions, tu me les avais envoyées, honnêtement, j'ai regardé rapidement, mais tu peux partir sur autre chose, hein. Je veux dire, j'ai rien préparé par Ouais, rapport à tout ça, donc il y a là, aucun c'est problème. pareil avec David Ninja Linker. J'avais fait une belle base, sauf qu'on n'est pas du tout venu sur les questions. Voilà, Et- mais honnêtement, j'aime pas. Après, on se connaît pas, donc il faut forcément préparer des questions. Mais la joie du live, c'est aussi le partage en direct. C'est toujours ce qui est plus cool et le plus sympa. Et c'est là où on amène des connaissances. Donc, surtout qu'on est sur un domaine où moi, là, je le vois sur le groupe Facebook, c'est très difficile d'avoir une audience parce que les gens osent pas communiquer leur URL, ce qui est logique, et n'osent pas communiquer, et c'est souvent très technique. Euh, mmh. et pourtant, le référencement naturel, c'est quand même, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des choses basiques qui fonctionnent très bien et qu'il faut pas compliquer. Euh, Non, 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 et puis pour moi, ça reste assez simple aujourd'hui. En fait, il faut se dire que le référencement naturel, c'est énormément de petits leviers. On a plein de petits leviers SEO à activer. On en a énormément. Mais il y en a certains qui ont beaucoup de poids, d'autres moins. Donc aujourd'hui, si on a un hébergement qui est qualitatif, si on utilise WordPress ou PrestaShop ou WooCommerce, déjà, on est sur une bonne base. Si on prend un thème qui est correctement optimisé, qui est pas trop dégueulasse. Parce que clairement, le thème peut complètement vous péter le SEO. Il faut savoir qu'un thème mal conçu peut complètement dégrader le SEO. Si on ne vient pas utiliser des builders de pages pourris qui vont pourrir le code également autour des contenus, si on intègre des contenus bien optimisés sémantiquement, qu'on optimise son maillage interne pour bien diriger le jus, c'est pas compliqué, et qu'on fait un petit peu de lien, honnêtement, ça peut que marcher. Donc aujourd'hui, le référencement, c'est pas compliqué, hein. C'est voilà, ne partez pas dans la démesure à faire tout et n'importe quoi, et surtout la grosse erreur des personnes qui se lancent aujourd'hui, et je vois ça depuis des années parce que c'est la demande que j'ai tout le temps, c'est qu'ils veulent avoir le site parfait dès le départ. Dès le départ, ils veulent avoir le site avec toutes les fonctionnalités qu'ils utiliseront peut-être jamais, mais ils veulent avoir voilà, un site avec une charte graphique de fou, tous les modules de newsletter, les machins, etc. Ils veulent tout et n'importe quoi, et ils mettent tout leur budget là-dedans. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a créé le site, ils n'ont plus un rond, ils n'ont plus de budget à investir. Donc c'est vraiment, ne partez pas dans la démesure, faites un site qui va vous coûter le moins cher possible, tout en restant cohérent. Ne partez pas dans la démesure, hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir une newsletter dès le départ parce que vous n'avez personne à qui envoyer des mails. Je veux dire, il y a plein de choses que vous pouvez faire par la suite. Donc, mettez en place votre site, essayez de l'optimiser un petit peu, ayez un site agréable, mettez du branding autour de ça, qu'on soit capable de vous identifier, savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, est-ce que vous êtes légitime à vendre ces produits-là ou à proposer ces services. Et après, travaillez vos contenus, faites un petit peu de liens, gardez un petit peu de budget pour le référencement, pour votre communication, pour les réseaux sociaux, etc. Ne balancez pas tout votre budget dans la création du site parce que après, vous aurez un beau site, ok, mais si vous avez plus de budget pour faire des actions derrière, pour vous faire connaître, écoutez, vous êtes perdu au milieu d'un océan. Personne ne sait que vous êtes là, malgré que vous ayez un super site et des super produits, en fait. c'est ça, clairement. Et du coup, en discutant là, tu m'as donné deux questions. Euh, bon, je pense que tu seras pas d'accord avec moi, mais là-dessus, c'est pas bien grave. Au niveau des constructeurs de pages sur WordPress, euh, pour le référencement naturel et pour construire un site joli et facilement, moi je sais que j'adore Elementor, mais je sais que niveau code, c'est assez C'est lourd. le problème. C'est le problème. Alors moi, Elementor, je l'ai un petit peu essayé. J'ai pas persévéré. Aujourd'hui, c'est le builder de page le plus répandu, hein, qui est le plus utilisé. Alors moi, je suis un peu vieille école, mais j'aime bien utiliser ce qui est natif aux solutions. Par exemple, sur PrestaShop, j'ai essayé sur le thème PrestaShop d'utiliser un maximum de modules natifs à la solution, ce qui permet de meilleures évolutions
par la suite à poursuivre le CMS. Donc on a utilisé le carrousel d'images, le slider présent dans la solution, tous les modules associés aux réseaux sociaux, etc. Voilà. Pour WordPress, aujourd'hui, je n'utilise pas les builders de page. Hein. Il y a Gutenberg qui est arrivé, qui n'est pas parfait encore, hein, mais pour moi, il faut croire en Gutenberg. Donc il fallait bien un jour commencer avec un builder sur WordPress. Donc je pense que Gutenberg a de l'avenir, mais on part de loin. Mais dans quelques années, ça sera peut-être le seul builder qui sera utilisé. Hein. Peut-être il représentera peut-être 80% des builders, mais aujourd'hui c'est pas le cas parce qu'il n'est pas forcément agréable de prise en main. Par contre, j'ai des personnes autour de moi. J'ai un collègue, Maxime Béji, qui lui c'est capitaine WP qui est spécialisé dans Gutenberg. Ben, lui, il est capable de faire des choses extraordinaires avec Gutenberg parce qu'il le maîtrise bien. C'est juste une prise en main. Donc j'ai fait le choix sur mes propres sites de ne pas utiliser de builder. Je travaille avec un développeur WordPress qui, lui, utilise ACF. Donc ACF, ce sont des custom fields, des champs personnalisés pour WordPress. Et il me permet de créer des sites sur mesure. Mon site Créanico, c'est que des champs personnalisés. J'ai un modèle de page d'accueil, un modèle de page pour les prestations, un modèle de page pour les catégories, et j'ai des champs seulement à remplir et je viens construire mes pages via des champs prédéfinis. Donc c'est un site qui est sur mesure. Voilà, donc ça, on ne peut pas, c'est difficile de vendre un thème basé là-dessus parce que c'est pas possible. Il faut proposer quelque chose qui soit facile de prise en main et utilisable par tout le monde. Donc ACF, c'est bien pour des gros projets sur mesure. J'ai des clients qui sont venus me voir pour des projets comme ça. Ok, on n'a pas de limite, on fait ce que l'on veut, on n'a pas besoin de builder et c'est vraiment mieux en termes de performance et de SEO. Après, certains clients ont besoin d'un builder parce que dans ce qu'ils font dans leur univers, ils ont besoin de faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et d'avoir des pages un petit peu plus sexy. Donc effectivement, on peut passer sur des builders, mais on va limiter leur utilisation. On va le limiter sur les pages de service, sur la page d'accueil, les pages de présentation, etc. Mais pour la partie actualité, on va rester sur l'éditeur classique de WordPress. On va essayer de limiter l'utilisation du builder parce que le builder, vous avez donc le code du CMS, vous avez le code du thème, qui dans sa on rajoute une surcouche, et plus c'est lourd et moins c'est bon pour votre site. Et après, vous avez le contenu. Et le builder, eh ben, il vient se rajouter, il rajoute du code entre le contenu et le thème. Donc, du coup, vous avez plus de code sur votre site. Ça peut exécuter également des scripts derrière. Donc, cela vient alourdir les performances du site. Mais voilà, effectivement, aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent des builders. Sur mon thème qui arrive d'ici la fin juillet, je n'aurai pas de builder autre que Gutenberg, c'est-à-dire je ne vais pas intégrer un builder tiers. Je préfère que les gens ou ils greffent leur propre builder à eux ou ils utilisent Gutenberg. Et pour le module d'obfuscation de liens, pareil, je l'ai fait pour les fonctionnalités natives de WordPress, mais je ne l'ai pas, comment dire, optimisé, intégré nativement à Gutenberg parce que c'est très lourd pour l'intégrer dans les blocs Gutenberg. Et pareil, s'il fallait intégrer mon module d'obfuscation dans tous les builders de page qui seraient Elementor, il y a Gravity, il y en a énormément. Ça serait très lourd à intégrer. Donc du coup, on a créé des shortcodes. Donc on a créé des shortcodes qui fonctionnent avec notre thème. Et du coup, tu peux créer un bloc avec n'importe quel builder de page, mais du coup, de créer un lien classique en href, tu vas mettre notre shortcode à nous. Et du coup, beaucoup de personnes utilisent des builders et du coup le plugin d'obfuscation. Voilà. Mais voilà, effectivement, je ne suis pas un grand fan des builders de page, mais effectivement, je peux comprendre qu'on ait besoin de les utiliser pour avoir des mises en page un petit peu plus sexy par rapport à ce qu'on peut faire sans builder. Et je pense que la grosse différence, sans te faire offense, c'est que toi, tu as connu les sites en HTML et CSS où du coup, tu as conscience du code. Moi, personnellement, quand je regardais des sites en HTML et CSS, c'était pour aller sur l'équipe.fr et aller chercher des cartes Pokémon ou des trucs comme ça sur Internet, mais c'était pas pour bosser. Et en fait, on oublie ce qu'il y a derrière assez facilement en fait avec ce qu'ils nous montrent. Mais je rebondis aussi, c'est-à-dire qu'au niveau des extensions et des plugins, faut faire attention aussi à ce qu'on installe parce que sur WordPress, par exemple, il y a des incompatibilités
Et ce qu'on va voir en front, en admin, va pas forcément être la même chose qu'en rendu final en navigation privée. Et ça m'est arrivé moi plusieurs fois de me faire avoir, même pour bosser au niveau des sites de mes clients. Un classique, tu mets un plugin d'optimisation de temps de chargement. Tu fais voir le site, tout va bien, et tu le regardes en navigation privée, t'as plus du tout le même site, quoi, il ressemble plus à rien. Avec sûr. le cache, en fait, c'est tout bête. Mais faites attention à ça parce que c'est important. Et idem, je pense à Jetpack, les extensions qui vont rajouter 15 extensions derrière, faut faire attention parce que là, il y a plein d'extensions qui ne sont pas utiles et qui sont installées, quoi. Mais Jetpack, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne pense même pas l'avoir installé une seule fois, parce que justement, ça reste assez lourd. Il y a pas mal d'extensions qui existent sur WordPress. Effectivement, il faut faire attention aux extensions qu'on utilise. Il y a des extensions qui sont très bien. Alors moi, j'ai tendance à utiliser les extensions premium, hein, à faire attention à ce que j'intègre sur mes sites, parce que les extensions qui sont pas forcément bien maîtrisées peuvent facilement se faire pirater. Et justement, j'ai été victime il n'y a pas très longtemps d'un piratage d'un serveur, et j'ai 30 sites WordPress qui ont été hackés. En plus, ça arrive au même moment, j'ai eu pas mal de gros problèmes de santé. Donc je me suis retrouvé hospitalisé, les 30 sites par terre. Là, j'en ai remonté une dizaine, j'en ai toujours 20 qui m'attendent. J'ai pas encore eu le temps de faire par manque de temps. Mais voilà, l'inconvénient de WordPress, c'est que si on ne maîtrise pas tout et que l'on a la moindre faille qu'elle est exploitée, ben, le site c'est fini, adieu. Alors sur PrestaShop, on n'a pas ces problèmes, hein. J'ai jamais eu de site aujourd'hui hacking sur PrestaShop, mais WordPress, effectivement, ça arrive souvent. Voilà, si j'ai plus de cheveux aujourd'hui, c'est à cause des failles dans WordPress. Ouais. Et il faut me faire les mises à jour aussi. Ça, Pas forcément, parce que moi les mises à jour, je l'ai fait. J'utilise MainWP où j'ai à peu près 80 WordPress qui sont connectés sur MainWP. Dans ces 80 WordPress, donc tous les mois, je fais un backup complet du site où je vais sauvegarder l'ASQL et tous les fichiers donc présents sur l'hébergement. Et tous les 10 jours, je crois, je fais un backup également seulement de l'ASQL sur les sites, sur les blogs. Et sur les sites e-commerce, par contre, je fais un backup de l'ASQL tous les jours par rapport aux commandes. Et malgré ça, donc les mises à jour également sont faites automatiquement. Dès que j'ai un backup complet qui se fait, derrière, je vais lancer la mise à jour de toutes les extensions et de tout et de, donc de tous les WordPress. Et malgré ça, quand même, je me suis quand même fait pirater. Donc il n'y a pas forcément que ça, hein. Ouais, il suffit d'avoir un plugin qui soit pas forcément bien maintenu ou je sais pas. Il y a tellement de failles possibles qu'aujourd'hui, voilà, il faut faire attention et effectivement mettre conserver ces sites à jour et faire attention, prendre des extensions qui sont de qualité et dont on est sûr de, de la qualité. Ouais. c'est ça. Et téléchargez pas des extensions à licence sur des sites gratuits. Ça marche pas. En gros, moi j'ai fait le test dans mes débuts où pour moi j'ai téléchargé des extensions sur un site qui s'appelait nuled.co ou un truc comme ça. Et en fait, il y avait toutes les extensions payantes, mais en version gratuite. Au bout de, sans mentir, au bout de 3 jours, j'avais un site devenu avec le drapeau tunisien ou je sais plus quoi. Et du coup, ça m'a fait tout drôle. Et, forcément, j'ai appris, j'ai tout viré. Mais c'est important aussi de partager ses erreurs parce qu'on en fait tous. Mais Tout à fait. c'est une connerie qui doit arriver à tout le monde. Mais quand ça arrive et quand on se pointe sur notre site, qu'on a bien bossé et qu'on n'a pas fait de backup, on se retrouve avec ça, ça fait drôle. Et c'est là où tu remercies OVH de faire des sauvegardes automatiques à 30 jours ou à 60 jours à l'époque, même si aujourd'hui je suis plus chez OVH et tant mieux, mais ça peut arriver. Je vais remonter. Après, Ouais. ce que je dis moi aux clients, c'est que si le produit est gratuit, c'est que c'est vous le produit en fait. Et c'est ça en fait. Si on vous propose des plugins gratuits, c'est qu'il y a quelque chose derrière en fait. Et c'est ce qui se passe en fait, hein, c'est que en fait, on vous propose un plugin qui est payant, mais on vous le file en gratuit. C'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils ont installé un cheval de Troie derrière et qu'avec ça, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et pareil pour les logiciels, hein, toutes les personnes qui vont pirater des logiciels pour s'installer le pack Adobe Photoshop ou d'autres choses, etc. Le plus souvent, c'est que vous le téléchargez, vous pensez que c'est gratuit, mais dedans, vous avez un cheval de Troie qui va récupérer tout ce que vous avez sur votre ordinateur, etc. Donc voilà, donc attention, achetez vos plugins, achetez vos logiciels et sécurisez tout ça, parce qu'en fait, le hack peut aussi venir de votre ordinateur. Vous pouvez vous faire pirater votre ordinateur, on récupère vos mots de passe et on va vous pirater après votre site aussi derrière. Donc voilà, donc
Aujourd'hui, il y a un gros danger là-dessus, donc voilà, faites des backups et surtout faites des backups que vous archivez dans le temps. C'est-à-dire, souvent les hackers, ils vont vous mettre un virus sur le site, ils vont attendre 6 mois et ils vont activer le virus au bout de 6 mois. Vous pensez que vous avez été piraté il y a à peu près 1 mois, vous allez restaurer le backup et le virus est déjà dessus. Donc ayez des backups qui datent de 6 mois, 1 an, 2 ans et cetera, et moi j'archive tous mes backups de façon à avoir plusieurs points de retour au cas où. C'est ça, et mettez-les, bah, je sais qu'il y en a qui sont pas fans de ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Mettez-les sur un serveur ou sur un drive. Ça permet d'avoir une récupération qu'on peut retrouver partout. Un disque dur, ça se perd. Un disque dur externe aussi, ça grille, et ça, faut faire toujours attention. Et pour la sécurité WordPress, il y a une faille aussi qui est facilement contournable, c'est que des fois, on essaye. Il y a des hackers qui vont essayer des milliards de mots de passe sur wp.login. Vous avez juste, il y a des extensions qui existent, ou même avec du code, pour changer l'adresse de connexion. C'est assez simple à faire et ça vous permet de sécuriser votre WordPress en quelques minutes. Et là, vous allez éliminer, je ne vais pas dire 50% des hacks, mais Ouais, presque. c'est clair, aussi, facile, ouais, facile, ouais. C'est assez hallucinant. Je reviens je vais faire un gros retour en arrière. Euh, dans ton parcours, tu viens du coup de Laurent Bourrelli niveau formation. Je savais pas cette info et c'est une bonne chose parce que je me penche dessus. Bah, il est fort en actualité, donc c'est difficile de passer à côté. Et son art du copywriting est assez impressionnant et il est très inspirant à ce niveau-là. Euh, et quand faut lire entre les lignes à chaque fois et c'est ça qui est intéressant avec lui. Et il évoque, je sais que sa base de travail, c'est sur des personas, Oui, tout à fait. pour orienter sur le besoin. Moi, j'ai écrit un e-book qui est sorti et c'est là-dessus que je me base aussi. Et je me suis inspiré aussi de lui, ce qu'il fait, puisque c'est un des meilleurs. Un e-book que j'offre, hein, je le précise, si vous regardez sur le groupe, je vous l'offre et derrière, ça vous permet de pouvoir avoir une base de travail et d'orienter votre site sur les besoins et sur les bénéfices, pardon, et pas sur ce que fait tout le monde. Et c'est là-dessus que tu t'orientais tout à l'heure. Et il y a quelque chose que tu as dit aussi, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et tout ce qui va autour. Aujourd'hui, pour que le référencement fonctionne, si t'es pas d'accord, n'hésite pas à le dire, mais il y a tout un Non, tas de non, choses si. qui peuvent venir autour. C'est-à-dire que si vous faites uniquement un site sans rien faire et en attendant et sans activité, pour moi, ça marchera pas ou ça marchera pas aussi bien que si vous mettez des éléments médias. Quand je dis médias, c'est du vivant, c'est-à-dire des vidéos, faire des partages sur les réseaux sociaux, faire du mailing, activer un maximum de leviers parce que pour moi, ça, Google le voit et ça vous permet de monter plus haut dans les moteurs de recherche. Et en tout cas, si vous montez pas plus haut, vous aurez plus de visibilité quoi qu'il arrive. Et ton regard là-dessus m'intéresse parce que il y a beaucoup de consultants SEO qui se focalisent, enfin pas que les consultants SEO, de propriétaires de sites, pardon, qui se focalisent uniquement sur leur contenu et qui vont être des tarés de contenu. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, allez, sur un point .fr, il faut que j'aie mes 85% et je vais passer 4 heures là-dessus sans mettre de photos, sans faire une page vivante, sans faire de branding Mhm. derrière. Et ton regard là-dessus m'intéresse, surtout de ton expérience. Alors, pour reprendre dans l'ordre, effectivement, les personas, ça reste pour moi la base, hein. Lorsque l'on vend des produits ou lorsque l'on vend des services, on doit savoir, ben, qui est la clientèle du site, comment se positionner par rapport à cela, par rapport à la cible, par rapport aux concurrents. Il faut répondre aux besoins des clients. Donc il y a une façon de rédiger en fonction de ça, il faut rédiger en fonction de l'offre. Donc il est important, ben, de savoir mettre en avant, ben, les bénéfices de son offre par rapport à ses clients, pour justement, ben, essayer de valoriser ce que l'on fait. Moi, clairement, quand je me suis lancé dans le métier, moi, ma plus-value, c'était carrément le référencement. OK, je vous fais un site, mais le site, il est référencé. Vous voulez un PrestaShop? OK, je suis le meilleur pour vous faire un site PrestaShop optimisé pour le référencement. Un WordPress, pareil. Et sur Engineering Thinking, pas de problème. Je suis capable de vous accompagner et de vous faire ce qu'il y a de mieux pour votre site. C'est vraiment, voilà, je vous propose un produit et je mets la réassurance derrière pour montrer que je suis le plus compétent pour pouvoir gérer cela. Donc, ça se passe, il faut définir ses personas, savoir comment
à qui on s'adresse, parce qu'on va pas s'adresser à différentes audiences, hein. Suivant qui est l'audience, ben, on aura une approche différente. Tout à On a fait. aussi les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, la différence, mais suivant l'audience que l'on a, est-ce que notre audience elle est plutôt sur Twitter ou est-ce qu'elle est sur Facebook ou est-ce qu'elle est donc si j'en ai produit, c'est souvent e-commerce, ben, je vais aller plutôt sur Facebook. Si c'est technique et cetera, orienté, SEO comme moi je fais et cetera, ben, je vais plus sur Twitter parce que c'est là où sont les SEO et cetera. Donc on essaie vraiment d'orienter son offre, sa communication vers tout ça et on évite de se focaliser sur un seul canal d'acquisition. Comme on a dit, il y a le SEO, là, il y a les réseaux sociaux, il y a l'emailing, il y a le SIA, il y a plein de choses à faire. Il y a des avantages et des inconvénients dans chacun de ces moyens d'acquisition et de visibilité. Donc c'est à vous à faire un petit peu un choix là-dessus. Alors moi, clairement, j'ai toujours été focus SEO parce que le SEO, pour moi, on investit un certain temps Mmh. sur son site, hein, en optimisation, en contenu, etc., en lien, et une fois que c'est acquis, bah, on vit un petit peu sur ses acquis. Mon site cranico.fr, j'ai bossé peut-être pendant, allez, j'ai travaillé peut-être pendant 1 an, les contenus, la structure, et cetera, essayer un petit peu de le mettre en place. Aujourd'hui, vous tapez dans Google tarif PrestaShop ou devis boutique PrestaShop, des choses comme ça. Ce sur quoi je me cherchais à me positionner il y a quelques années en arrière, je suis toujours positionné dans le top 5 sur Google là-dessus, alors que ben, je ne paye plus rien. Alors c'est la joie. Hop, j'ai un petit appel, j'ai coupé. Donc je vis sur mes acquis. Si j'avais dû payer du SIA pendant 10 années pour être référencé sur les prestations associées à WordPress, à PrestaShop, cela m'aurait coûté très cher. Donc le SEO, c'est comme dans l'immobilier. Le SEO, on investit, c'est acquis, on en bénéficie pendant un certain temps. Le SIA, vous êtes locataire, hein, c'est comme dans l'immobilier, on est locataire, vous payez, vous payez, vous payez, vous arrêtez de payer, au revoir monsieur, vous êtes dehors, vous disparaissez. Donc, dans le SEO, clairement, c'est le plus rentable après. Après, la communication sur les réseaux sociaux est très importante parce qu'on doit donner une image de ce que l'on fait. Moi-même, j'essaie d'être pas mal présent sur les réseaux sociaux, de montrer un petit peu ce que je fais, les événements que je vais, etc., de communiquer là-dessus. Ça donne une image de la boîte et beaucoup de personnes nous appellent en disant bah oui, je vous ai vu là, je vous ai vu intervenir, etc. Voilà. C'est toujours un plus de montrer que l'on est présent, que l'on se déplace, qu'on est passionné par ce qu'on fait, qu'on est compétent, etc. Donc, il faut faire un mix de tout ça et arriver à créer de la rassurance, à bien cibler ses clients, à bien communiquer derrière pour valoriser ce que l'on fait et que ça réponde bien à ce qu'ils veulent. Et effectivement, ça passe par les personas, en fait, hein, par les personas. Vous devez d'abord définir vos personas. Voilà, mon client, c'est Jean-Michel, 40 ans, bon père de famille, 3 enfants. Alors lui, je vais le vous voyez, je vais lui proposer des choses comme ci, comme ça, etc. Alors que si mon client, c'est Kevin, 17 ans, et puis lui, je vais avoir une autre approche, etc. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment cibler les personnages et essayer d'orienter son offre comme ça. Et puis moi, sur mon site Cranico, je parle en jeu, je vous vois mes clients parce que c'est comme ça. Et quand je fais des vidéos, je vous vois mes clients parce que mes clients, moi, ce sont des TPE, des PME, ce sont des chefs d'entreprise et ce ne sont pas les petits dropshippers qui viennent me voir. Donc voilà, donc j'adapte ma communication par rapport à ça, en fait, ouais. Bah, je suis pareil que toi et même je refuse moi le tutoiement. J'ai un de mon plus gros client et je suis une grande PME, une start-up assez réputée. Et Ah, le alors je PDG. t'ai perdu, je sais pas si c'est moi ou Ah, toi. ah, 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 Ouais. tu, Alors je sais tu- pas si c'est ouais, si c'est moi, je sais pas si c'est moi qui a coupé ou pas, mais je t'ai perdu, ça a figé en fait, ouais, ça a figé, ouais. bon, bah, c'était Donc peut-être. tu me disais donc que tu avais un gros client. C'est ça, et il est plus jeune que moi en fait, et il soulève des milliers d'euros, voire plus, chaque mois, et il me demande de le tutoyer, mais j'y arrive pas. Au niveau professionnel, j'aime bien toujours garder une distance, et c'est ce que je conseillerais à tout le monde, parce que en cas de problème, c'est toujours mieux. Après lorsqu'on vient lier des liens qu'avec les clients, effectivement, moi les clients, ce sont des clients, c'est pas mes potes, hein. Ils viennent pas bouffer à la maison, hein. Ça reste des clients. Mais effectivement, certains clients, maintenant, on se connaît depuis longtemps, on sait ils sont venus une fois me voir, et cetera. On peut se tutoyer. Mais par défaut, un prospect qui vient ou quand je vais faire une vidéo, et cetera, par défaut, je vais vous voyer. Après, effectivement, avec les clients, après c'est au feeling, en fait, hein. C'est au feeling, mais bon, après voilà, moi, le tutoiement va pas forcément changer quelque chose dans le rapport que j'aurai avec le client. C'est juste, voilà, on se connaît depuis assez longtemps maintenant, on peut se tutoyer et puis voilà.
Et je vais revenir sur les personas. Et le SEO, en fait, ça permet de faire du référencement naturel actif et pas passif. C'est-à-dire qu'en faisant des pages ciblées pour chacun de vos personas, par exemple, il faut en faire plusieurs, il faut pas en faire qu'un, faut en faire plusieurs, ça vous permet d'être actif et également d'adapter votre offre derrière, que ce soit pour les réseaux sociaux, etc., et de faire des tests. Vous pouvez faire des tests A/B très simples avec le référencement naturel et votre acquisition avec Google Analytics et d'autres outils pour créer des statistiques. D'ailleurs, en parlant d'outils pour le Oh, je t'ai monitoring, reperdu. Alors, je sais pas si je suis seul en ligne ou c'est moi qui décroche. En tout cas, voilà, je suis tout seul là. attends, je Ouais, regarde. en vrai, c'est peut-être moi, hein, je sais pas. En tout cas, voilà, ton écran se fige, ça passe en écran noir, après tu reviens, donc peut-être qu'on a des problèmes de connexion. Alors j'ai pas une super connexion. Moi, j'habite entre Montpellier et Nîmes, dans un tout petit village. On est fibré, donc en fin d'année, mais jusqu'à présent, voilà, je dois lutter avec ma ligne ADSL, donc ça peut être de mon côté que ça pose problème. Ah, tu m'entends là ou pas? Oui, là c'est bon, je t'entends, ouais. Bon, bah c'est nickel. Ouais, des fois ça lag un petit peu, mais c'est revenu. Donc du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. On en était sur les personas qu'il fallait avoir différents personas suivant, même sur le même site, on peut avoir différents personas. Ah oui, ça y est, ma question. Je l'ai, du coup, c'est revenu. Je parlais des tests et des statistiques. J'imagine que tu utilises la Search Console et Analytics, mais as-tu d'autres outils, toi, pour faire de la data et connaître davantage les... Alors non, parce que moi je suis pas spécialiste de la data, c'est pas trop mon cœur de métier. Alors clairement, quand on est SEO, on peut pas tout faire en fait. Celui qui vous dit je suis SEO à 360 degrés, je sais tout faire, c'est pas possible, hein, c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Moi, je me suis focalisé sur l'optimisation de 2 CMS, le netlinking, la rédaction sémantique, c'est déjà pas mal. Après, tout ce qui est l'analyse de log, l'analyse de la data, tout ce qui est analytics, Search Console, honnêtement, je regarde un petit peu, mais je ne suis pas du tout spécialiste du domaine et je travaille avec des personnes qui sont spécialisées dedans. En fait, voilà. Après, il faut avoir un bon réseau en fait, hein. C'est ce que m'avait appris aussi Laurent Bourrelli. Clairement, tu ne peux pas tout savoir. Après, il faut s'entourer des bonnes personnes. Maintenant, quand j'ai un besoin spécifique, quelque chose où je ne peux pas répondre, ben, j'ai toujours un pote à qui je peux filer le projet. Et en toute confiance, je sais que le client sera correctement reçu et que ça se passera bien. En fait, voilà. Après, Analytics, Search Console, je l'utilise un petit peu pour quelques-uns de mes sites, mais j'ai beaucoup de sites que je monétise. Et ces sites-là, par contre, comme je vends du lien dessus, j'évite tout ce qui est service de Google. Je suis un petit peu parano, mais je ne vais pas utiliser Analytics, je vais pas utiliser Search Console, je ne vais pas utiliser Chrome. Je ne suis pas logué avec mon compte Gmail sur navigateur. J'essaie de faire un petit peu attention à tout ça en fait. Ouais. Ouais, parce que oui, forcément, surtout dans le milieu du SEO où tu as des petits malins qui peuvent venir t'embêter. Et là où tu as totalement raison. Vaut mieux prévenir et anticiper plutôt que de se lancer et de se faire bouffer. C'est pour ça que c'est vraiment pas évident de communiquer également, et c'est pour ça que je te remercie d'être là ce soir, parce que on est dans un milieu où c'est quand même assez difficile et qui est assez restreint niveau communication, et donner son savoir-faire, c'est pas évident. Et là-dessus, d'ailleurs, j'avais préparé une question qui m'est souvent posée. Ils connaissent mes réponses, mais David avait apporté une réponse très intéressante à ce sujet-là. C'est si aujourd'hui tu dois repartir de zéro et tu dois apprendre le référencement, où vas-tu aller chercher les informations pour apprendre le SEO et plus grandement, puisque ça fait partie du content marketing, le content marketing. Ben, je pense que je le referai comme j'ai fait en fait, hein. Ça m'a assez plu et ça s'est si bien passé, c'est que j'ai pas hésité à aller sonner aux portes des plus grands, hein. Donc moi, maintenant, je suis, comment dire, assez bien installé dans le milieu. Mais quand je suis arrivé, je suis rentré par la petite porte, oui, une fois, je suis allé voir Laurent Bourrelli, je suis allé voir Olivier Dufez, des personnes qui étaient là bien avant moi, qui ont vraiment expérimenté bien plus de choses avant moi. Et j'ai pas hésité en fait à commencer à me dégrossir la chose, à me former auprès de ces personnes-là, et après faire une veille constante. En fait, hein, je regarde constamment sur Twitter ce qui se passe ou sur certains blogs d'actualité pour essayer de suivre tout ce que
tout ce qui peut se passer, notamment au niveau de Google, comment ça évolue, etc. Et puis quand, mais oui, effectivement, on te file une info, bah, après tu prends l'info, tu creuses, et le netlinking, bah, oui, effectivement, on m'a filé l'info. Après, j'ai un petit peu creusé, j'ai essayé l'obfuscation de liens, même pareil, l'obfuscation de liens, on en a parlé un jour, etc. Bah, allez, j'ai creusé, allez, je prends un développeur et essayer de mettre de l'obfuscation sur mon site Créanico, on essaie de voir comment ça se passe. Et puis voilà, un jour, on me parle de siloing thématique, donc pas de cocon sémantique, mais de siloing thématique, on vient cloisonner des univers. On m'en parle, c'est Daniel Rock qui m'en a parlé, parce que je suis allé me former aussi à Nantes. Je suis monté à Nantes une journée me former auprès de Daniel Rock pour avoir son expertise en termes de SEO sur WordPress. Et puis c'est lui qui m'a mis ça en tête, le siloing thématique. J'ai creusé, j'ai refait la refonte de mon site Cranico pour essayer ça, et ça a très bien marché. Mon site a fait x10 en termes de visibilité, donc j'ai validé une information que j'ai pêchée quelque part, mais il faut essayer. Et Daniel Rock, pour la petite histoire, c'est Daniel Rock, je suis retourné le voir après derrière, je dis bah ouais, Daniel, mon site maintenant, j'ai appliqué ce que tu m'avais un petit peu mentionné en termes de, comment dire, de technique à appliquer, mais voilà, je l'ai fait un petit peu à ma façon. Qu'est-ce que tu en penses? Et il a audité mon site, et aujourd'hui, il m'a dit que mon site fait partie des meilleurs qu'il ait pu auditer en termes de technique et d'optimisation on-site, en fait, et de maillage interne. Donc voilà, en fait, bon, je suis un petit peu, comment dire, perfectionniste, et quand je prends une idée, j'aime bien aller au bout. C'est ce que j'ai fait avec le lien, c'est ce que j'ai fait avec la rédaction sémantique, c'est ce que j'ai fait avec le maillage interne et l'obfuscation, c'est ce que j'ai fait avec les thèmes WordPress et PrestaShop. C'est que voilà, j'aime pas faire les choses à moitié, et quand je fais quelque chose, ben, il faut que j'aille au bout, en fait, hein. C'est où je le fais à fond, ou je le fais pas. Et j'ai toujours fait pareil dans le sport, hein. Quand je me mets dans un sport, je fais ok, d'accord, j'y vais, mais allez, je prends tout le matos qu'il faut, et puis il faut que je sois bon, etc. Je ne vais pas juste acheter un petit truc comme ça pour essayer. Non, 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 c'est que je fais, voilà, j'ai fait de la plongée sous-marine, je me suis mis à fond, j'ai passé des niveaux, j'ai fait du canyoning, ben allez, pareil à fond, et j'encadre des personnes maintenant. Je fais de la via ferrata, ben pareil, boum, pareil. Et le VTT, pareil, j'ai fait les plus grandes courses mondiales en termes de VTT. Ben c'est ça que j'ai en commun avec Laurent Bourrelli. C'est pour ça qu'avec Laurent Bourrelli, on a assez bien matché. C'est qu'on fait du VTT de descente. Donc voilà, donc, et je suis parti à La Réunion faire une course, une méga avalanche, etc. Voilà, c'est quand je fais quelque chose, je vais au bout. C'est pas à moitié. Et c'est pareil dans mon métier, en fait, hein, c'est que j'aime bien creuser jusqu'au bout, et il suffit que je prenne une information, quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle, j'essaie de creuser. Après, bon, le problème, c'est que les journées font 24 heures, que je Oui. gère maintenant plusieurs sociétés. J'ai beaucoup d'employés à gérer également. Donc, du coup, ben, on se limite à certaines choses. Je n'ai pas le temps d'être partout. Donc, maintenant, aujourd'hui, clairement, pour être honnête, hein, c'est Semjus, mon gros bébé, où j'y consacre 200% de mon temps. J'ai à côté mon thème PrestaShop que j'ai vendu. J'ai mon thème WordPress qui est entre guillemets en auto gestion par mon développeur, qui me développe tout, qui répond au support, qui me fait les évolutions. Moi, je suis juste là pour valider et auditer son travail et contrôler que les optimisations sont faites comme je veux. Mais c'est lui, voilà, c'est lui qui suit mes directives, et c'est pas moi qui je développe pas, je fais pas le support. Voilà, c'est lui qui gère tout là-dessus. Donc du coup, voilà, je me dégage pas mal de temps. C'est pour ça que j'ai aussi automatisé tous mes process. Si j'ai automatisé la production de rédaction sémantique avec la plateforme, les envois de texte, etc. Tout ça, c'est énormément de temps que je gagne après derrière, et qui me permet d'économiser un temps énorme, et d'arriver à gérer tout ça tout seul. Donc voilà, donc aujourd'hui, clairement, je me suis focalisé sur la partie lien, et je suis allé au bout du truc. Et Semjus, il y a encore plein de choses qui vont arriver sur Semjus. Et puis voilà, mais sachez aussi, tout ça, c'est pour vous dire, sachez vous focaliser sur les bons projets, faire les bons choix, et ne pas vous éparpiller. Oui, c'est ça. Il vaut mieux aller à un endroit et y aller à fond plutôt qu'être à 15 endroits à la fois et être nulle part. C'est Et comme être moyen, tout à fait. c'est ça. Les réseaux sociaux, vaut mieux en faire un et être pertinent plutôt que être partout. Avec Instagram, je vais prendre le profil d'Instagram parce que pour les e-shops et les influenceurs, et aussi ce qu'on voit partout au niveau du dropshipping, par exemple, puisque c'est vraiment ce qui est tendance en ce moment. Il y a plein de comptes qui se montent sur Instagram où c'est des faux comptes. Et je vois mon ami, moi, Pablo Guirao, qui est un des monstres sur Instagram en France et à l'international maintenant. Faire du bon boulot sur Instagram aujourd'hui, c'est 3-4 heures par jour. Bien sûr. On le voit, si vous connaissez pas Gary Vee, un des rois du marketing au monde, il s'y est mis très tard. Il fait une vidéo, en gros un live comme on fait aujourd'hui, il découpe en 100 petites vidéos qu'il va partager tous les jours sur Instagram. Ouais.
Mais c'est ce qui fonctionne le plus au niveau de la valeur ajoutée, parce que les gens vont enregistrer un petit peu, de petit peu, et c'est là que ça va rentrer, ça va faire la différence. Donc, il vaut mieux se concentrer et préparer du contenu que vous allez rediffuser au fur et à mesure, programmer vos publications, et après, ça va tout seul. C'est de la planification, et c'est de l'optimisation, merde, je perds mes mots. L'automatisation, voilà, je vais y arriver. L'automatisation, tout à fait, automatisation et surtout ne pas hésiter à s'entourer de personnes en fait, hein. SEMJus, c'est un projet que j'aurais jamais pu lancer tout seul. OK, Laurent Bourrelli était derrière moi à me pousser pour le lancer, mais je suis pas développeur. Je ne pouvais pas investir 200 000 € pour créer la plateforme que l'on a aujourd'hui, hein, et c'est la valeur, hein. Aujourd'hui, si je dois demander un développement de la plateforme que l'on a aujourd'hui, c'est un coût peut-être à 200 000, 300 000 € sans aucun problème. Donc je ne pouvais pas investir cet argent-là, le risque était trop important. Moi, je suis bon dans mon métier, j'ai mon process, je sais communiquer, je suis présent un peu partout, je connais beaucoup de monde et cetera, mais je ne suis pas forcément le meilleur gestionnaire d'une entreprise et donc j'ai fait appel également à David, un ami de longue date, hein, que j'ai connu au début des années 2000. C'est lui qui m'avait un peu initié au web. Aujourd'hui, j'ai pris David dans mon équipe, c'est-à-dire aujourd'hui on est associés, à 3 sur SamJus, hein. Il y a Jérémy qui est développeur, qui va développer la plateforme. Donc lui, il nous a apporté son expertise en termes de développement, et cetera, et la plateforme. Et aujourd'hui, on n'a aucun regret d'avoir fait appel à lui, au contraire, et on n'a aucune limite en termes de développement et d'évolution. Et David, aujourd'hui, qui va prendre les bonnes décisions pour prendre la bonne stratégie de la société, parce que moi, je suis bon dans mon métier, mais s'il faut embaucher 3 personnes le mois prochain, ou s'il faut réorganiser ça, passer à rentrer 2 entreprises pour nous épauler pour la rédaction, etc., je suis incapable de l'anticiper et je me prendrai les murs en fait. Et aujourd'hui, on est vraiment très bon dans ce que l'on fait parce qu'on est 3 et vraiment chacun avec sa partie. Moi, un peu tête d'affiche de la boîte avec la communication, le process, le métier, et cetera. David pour la partie gestion de croissance, évolution de la boîte, et cetera. Et puis Jérémy pour la partie technique, développement, où là, on n'en a qu'une limite. Et ça, des fois, certaines personnes vont se dire, non, j'ai une idée de projet, mais m'associer, c'est filer la moitié de mon idée. Non, 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 au contraire. Aujourd'hui, je préfère avoir le tiers de mon idée en termes de revenus et de chiffres, d'évolution des chiffres d'affaires de ce qu'on a fait, plutôt qu'avoir 100% de ce que j'aurais fait tout seul, parce que 100% de ce que j'aurais fait tout seul, je ne serais pas au dixième de ce que j'ai en ayant juste un tiers de la boîte. Donc c'est pour ça que il ne faut pas hésiter à vous épauler d'autres personnes. Et pareil, pour le thème PrestaShop, je me suis associé à l'époque avec Guillaume Battier, qui est un développeur PrestaShop qui était très bon aussi, et on a pu faire ce projet-là à deux, parce que ce n'est pas mon métier non plus, la partie développement. Et pour le thème, c'est pareil, j'ai aussi Jorel qui m'aide pour le thème WordPress, Jorel qui m'aide pour cette partie-là, qui lui, bon, c'est un prestataire, hein, donc je suis seul sur ce projet-là, mais lui, voilà, donc je lui paye le temps qu'il passe sur mon projet, mais il est très bon, c'est un des meilleurs développeurs WordPress que j'ai pu connaître. Je travaille avec lui depuis 6 ans, et donc voilà, donc entourez-vous, en fait, ne cherchez pas à vouloir tout faire, vous allez vous épuiser, vous ne pouvez pas tout savoir, donc entourez-vous. Des fois, il vaut mieux payer quelqu'un et s'économiser du temps et savoir faire ce que nous, on va aller faire ce que nous on fait le mieux en fait, pour soit plus cohérent en fait. C'est ça, et puis c'est un gain de temps énorme. C'est un gain de temps énorme, et Tout à comme fait. tu le disais tout à l'heure, c'est une tranquillité dans le cerveau qui a pas de valeur, clairement. Si moi je le vois en référencement naturel, je voulais tout faire, mais c'est mission impossible. Maintenant, j'ai une équipe de. Déjà, je suis pas du tout doué en rédaction, c'est une horreur. Donc, j'ai pris quelques rédacteurs qui travaillent pour moi. J'ai trouvé un merveilleux développeur avec qui je travaille pour justement optimiser les CMS de mes clients, parce que c'est souvent une grosse galère. Et ton thème WordPress m'intéresse grandement, et on aura l'occasion d'en reparler par rapport à ça, parce que c'est hallucinant. Je me demande des fois même comment les développeurs qui conçoivent les thèmes ne peuvent pas penser au référencement naturel, quoi. Des fois, tu dis, mais c'est pas Ouais. possible. À Et quel si tu moment? savais, ce que j'ai pu voir, où tu te retrouves avec des balises H1 sur le panier, tu as des scripts qui s'exécutent avant le code et qui te pourrissent tout le thème. Tu as des choses, c'est aberrant, et j'ai pu acheter des thèmes où je me suis dit: «C'est pas possible, le thème, une fois corrigé», parce que le client voulait absolument celui-ci. Donc OK, voilà, je me suis fait avoir une fois de plus en cédant à prendre le thème que le client voulait, mais après je me suis tiré une balle dans le pied, parce que d'optimiser le thème, ça m'est revenu à des centaines d'euros. Des fois, j'ai même un thème une fois sur ThemeForest, je crois que c'était Delphium, un truc comme ça, mais ce thème-là, mais
rien, tout n'allait pas, c'était une catastrophe. Et ben après, on a mis la main dans l'engrenage, on a investi dessus, on a commencé à corriger. À la fin, on s'arrête plus parce que voilà, et on peut pas changer de thème en cours de projet. Et donc Non, maintenant, mais tous les clients qui venaient me voir, là, ben non, vous voulez une boutique PrestaShop, c'est mon thème. Voilà. Pourquoi? Parce que pour la partie SEO. Et quand j'argumente aux clients pourquoi je leur impose ce thème-là et qu'ils prennent conscience des enjeux qu'il y a derrière en termes de référencement et que pour un caprice d'un thème qui serait entre guillemets plus sexy pour eux, qui serait plus sympa pour eux, ben ils vont se tirer une balle dans le pied et c'est tout leur projet qui est remis en question pour le choix du mauvais thème en fait. Donc parce que clairement le thème peut être très très handicapant sur un site. Donc c'est pour ça que à essayer de faire les bons choix, de ne pas partir tête baissée sans trop réfléchir à ce que vous allez faire. Parce que des fois, ben, on pense bien faire, mais non, en fait, hein, on se tire une balle dans le pied. Pareil pour le netlinking. Le netlinking, des fois, on pense pouvoir acheter ben, des liens. Voilà, ben oui, on voit sur 5euros.com que j'ai 100 backlinks pour mon site pour 5 euros et que j'ai lu justement que les backlinks c'est bon pour mon site. Donc je vais acheter les 100 backlinks parce que les backlinks c'est bon pour mon site. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas que ces liens ils sont pourris et que ça va plus pénaliser qu'autre chose. En fait, voilà. c'est ça. Mais non, là, c'est tout ça qu'il faut. Documentez-vous, renseignez-vous, n'hésitez pas à poser des questions, rentrez justement sur des groupes comme ça, sur des groupes Facebook qui vont ben, vous accompagner, vous aider, vous allez créer des liens, etc. Pour vous entraider tout simplement en fait. Hein. Essayez de partager ce que vous faites. Ne soyez pas trop avare en conseil. Hein. Et voilà, c'est sûr, si vous trouvez le super truc et que vous êtes le seul à le savoir, effectivement, n'allez pas le balancer sur la place publique, sinon demain tout le monde le fait et c'est fini pour vous. Mais voilà, parfois, il y a des bons conseils qu'on peut se partager et qui peuvent aider les gens. Et puis voilà, moi, je pars du principe où ça reste beaucoup d'échanges. Hein. J'anime beaucoup d'afterwork, je fais beaucoup d'apéro SEO sur Montpellier, d'afterwork également e-commerce avec PrestaShop. Je suis ambassadeur PrestaShop et je suis ambassadeur également SEMrush. Donc je fais beaucoup d'événements locaux. Et ben dans ces événements-là, ben, c'est le partage en fait. Hein. Bon, après, c'est plus facile de partager sur un événement local où on est une trentaine, cinquantaine, où on sait que ça va rester là, que dès que tu balances sur les réseaux sociaux, effectivement, là, on ne sait pas où ça part après. Mais voilà, n'hésitez pas à partager. C'est voilà le réseau. Le réseau. Aujourd'hui, je ne serais pas là si je n'avais pas été dans cet échange-là, le réseau, et puis en fait de la bienveillance. Hein. Le SEO, clairement, c'est un milieu où il y a des gros requins, il y a beaucoup d'argent à faire dans le référencement. Il y a des gens qui sont là que pour ça, qui sont mais voilà, il y a des gens qui sont bien aussi, il y a des très bonnes personnes et là, une bonne partie de la communauté est très agréable. Il y a des super événements où on prend plaisir à aller, etc., à se retrouver. Donc voilà, bah, et ouais, partagez, essayez, mais sachez à qui vous partagez, essayez de vous regrouper entre vous et avancer ensemble, en fait. Ouais. C'est ça. Et n'hésitez pas à poser des questions. Là-dessus, je vais juste revenir sur la vidéo que j'avais faite sur YouTube où je parlais de netlinking pour te développer la petite histoire en très rapide. Il s'avère que j'avais commandé, moi, des liens il y a 4-5 ans je vais pas donner le nom parce que je vais pas me prendre un procès vu que le monsieur en question est fort de ça et je le connais pas personnellement et il m'intéresse pas, mais une plateforme française qui finit par FR avec laquelle j'avais juste envoyé un mail de questions et je m'étais fait envoyer chier mais royalement et c'est la première fois et la seule fois que ça m'est arrivé. C'est-à-dire qu'après j'ai posé des questions chez Soumettre pour des clients et sur non il y avait que Soumettre si ma mémoire est bonne et j'ai eu l'opportunité également de voir les spots. C'est-à-dire que moi dans ma politique j'ai toujours du mal à acheter des liens sans voix et sans accompagnement. Et c'est là où je veux en venir, et c'est là où je voulais en venir dans ma vidéo. C'est-à-dire que sur Facebook, sur moi, ce que je connais, il y a énormément de fichiers Excel qui tournent avec des liens. Des liens à acheter à 5 euros, à 10 balles, qui venaient en l'occurrence de Madagascar, et il y en a d'autres qui viennent des États-Unis, etc. Et là, j'ai prévenu ma communauté, je leur ai dit non, n'achetez pas ça, et j'ai sorti la vidéo derrière. Et j'en ai placé une petite pour le petit mail que j'avais reçu qui m'insultait, hein, clairement, qui m'insultait. Pourtant, je le connaissais pas et je suis personne. Mais derrière, j'ai eu la bonne surprise de demander aux bonnes personnes et de pas m'arrêter pour essayer de comprendre un peu comment fonctionne le netlinking, parce que moi, je suis pas du tout. Hein, je fais du netlinking, mais je suis pas un pro, j'ai pas ton niveau et j'ai pas le niveau de ceux qui font que ça. Comme David ou d'autres, ou les mecs, c'est des génies du netlinking, et vous avez votre process. Et il faut bien comprendre que le netlinking, c'est un process à part
où il faut bien analyser, et ça prend énormément de temps d'analyser les profils de liens. Et c'est pour ça que si j'avais vraiment un conseil à donner, c'est demander aux plateformes si vous avez des questions pour être accompagné. C'est ce que tu fais Bien toi, sûr. c'est ce que fait également Soumettre. Les autres, je les utilise pas et je les connais pas. Donc je vais pas en parler, mais le fait de demander être accompagné, c'est un avantage. Et toi, si je me trompe pas, tu as été un des premiers à le faire. Et sur ta plateforme, tu proposes l'accompagnement. Oui, Euh, après, mais nous, on est les seuls, clairement, à proposer l'accompagnement. C'est-à-dire, tu viens chez nous, on t'audite le site, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre plateforme qui va prendre le temps que l'on prend nous avec le reporting, etc. Nous, aujourd'hui, j'ai une dizaine de personnes qui sont là, qui sont dédiées à accompagner les clients pour justement, ben, le client vient, ok, d'accord, ben, qu'est-ce que vous avez comme site? Comment il est optimisé? Est-ce que justement c'est un petit site et il faut un petit budget? Est-ce que c'est un plus gros site avec un plus gros budget? Est-ce qu'il est suroptimisé? Est-ce qu'on doit désoptimiser les encres? Quelle encre de lien on doit mettre? Quelle page on va pousser? Tout ça, on va le voir avec eux et on va leur proposer une stratégie sur 6 mois. Donc la stratégie n'engage pas, c'est-à-dire, on leur dit: «Voilà, une stratégie, ça se travaille sur 6 mois. Aujourd'hui, si on achète des liens par-ci par-là, vous aurez du mal à vraiment voir le bénéfice de cela». Google aujourd'hui, les liens que l'on met en place, il interprète ça au bout de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ça met un petit peu de temps. Donc, acheter un lien aujourd'hui, c'est difficile de se dire est-ce qu'il est efficace. Donc nous, on part sur une stratégie de 6 mois. 6 mois, on sait que c'est sur une durée où il y aura un travail d'endurance qui sera bon, qui sera là et qui va faire en sorte ben, que le site va réagir à ce que l'on va faire. Le client, c'est la stratégie, on va lui présenter. On va lui présenter la stratégie de 6 mois en lui disant ben voilà, on va partir sur tel budget, on va travailler telle page, telle encre de lien, et cetera et on peut même lui montrer les sites. On peut lui montrer les sites. Il peut voir les 6 mois de sites qu'il va avoir sur la stratégie et du coup, il peut être en confiance, se dire: «Bah, voilà, ah oui, mais ce site-là, non, je l'aime pas trop, je préférerais plutôt aller ce site-là. Ah ben non, celui-ci, oui, effectivement, voilà». En fait, on peut discuter un petit peu avec le client là-dessus, mais après, donc nous, on a vraiment 2 typologies de clients. Les clients qui se font accompagner, qui viennent sonner chez nous en disant: «Voilà, je veux me faire accompagner, j'y connais rien, dites-moi comment on fait» et les clients qui nous font totalement confiance, qui eux viennent acheter donc des liens tous les mois pour leurs clients. Donc nous c'est sous forme de fruits, hein, on l'a fait, plus le fruit est gros, plus il y a de jus à transmettre. Donc ils viennent acheter donc des liens chez nous, ils font leur brief et nous on va associer le meilleur site que l'on aura. On n'est pas là pour leur vendre un lien pour vendre un lien, on est là pour lui vendre un lien qui soit pertinent, qu'il soit content de ce lien-là et qu'il ait l'efficacité. Un client que l'on va satisfaire automatiquement, il va rester chez nous. Et nous, donc, on a une base aujourd'hui de quasiment 9000 sites, 9000 sites, mais triés, c'est-à-dire on prend pas tout et n'importe quoi comme site. Hein. Et encore, et les sites que l'on prend, il y en a certains, on va même pas publier dessus parce qu'ils sont pas forcément pertinents et qu'on aura bien mieux. Donc, du coup, on va vraiment sélectionner les sites sur lesquels on va publier et l'élément numéro un en termes de choix, c'est la satisfaction du client. Je veux lui donner le meilleur site que j'ai par rapport à ce qu'il a pu acheter. Voilà. Donc après l'avantage de l'accompagnement, c'est que l'accompagnement, c'est nous qui allons, remonter, les sites dans la thématique du client. On a un algorithme, hein, le site s'inscrit chez nous, on a un algorithme qui évalue le site, qui va nous donner sa pertinence, les mots-clés, les pages à travailler et cetera. On va avoir l'âge du domaine, s'il y a des réseaux sociaux, le TF, le CF, le nom de domaine référent. On a vraiment beaucoup d'informations qui remontent. On est capable d'évaluer le site et en fonction de ça, l'algorithme va venir nous faire une présélection de sites. On va savoir, voilà, pour ce site-là, dans telle thématique et tel mot-clé-là, on aurait ces sites-là qui seraient les mieux. Et après, manuellement, on va affiner cela pour choisir justement les bons sites et justement ben, mettre les meilleurs sites. Et quand on va passer par une stratégie, on va sélectionner les sites et choisir les fruits en fonction des sites. Donc on est sûr d'avoir les meilleurs sites du catalogue. Quand un client vient chez nous sans passer par la stratégie, il achète des fruits et on va lui mettre le meilleur site, mais dans le fruit qu'il a choisi. Donc on a différentes typologies de sites. Donc du coup, il n'aura pas le meilleur site du site, mais il aura le meilleur site de la typologie. C'est-à-dire si c'est un lien Kiwi à 90 euros, ben, on lui mettra le meilleur site Kiwi à 90 euros. Si c'est un lien fraise à 45 euros, ben, effectivement, on lui mettra le Suisse. Alors que si on fait l'inverse, la stratégie, ben, il a les meilleurs sites de notre catalogue et c'est là où ça marche le mieux en fait. Hein. Quand on met en place des stratégies pour nos clients, qu'on accompagne nos clients, c'est là où on a de meilleurs résultats. La stratégie, elle est gratuite, c'est-à-dire que tu viennes acheter les liens chez nous
de ton côté ou que tu viennes nous voir et qu'on gère la stratégie et tout ce qui va avec, le prix est le même. Il n'y a pas de supplément. Par contre, on sait qu'un client qu'on accompagne, il va être satisfait, il aura de meilleurs résultats, il va rester plus longtemps chez nous, on va le garder. Donc du coup, ce surcoût en masse salariale que j'ai pour justement employer ces consultants SEO qui vont accompagner mes clients, ben, je le récupère derrière en client en fait. Parce que les clients, ils vont rester chez nous et donc on a testé ça il y a 1 an, ça fonctionne super bien et du coup on continue dans cette lancée, hein. Bah, et ça te permet aussi, je pense, de prendre du plaisir Mmh. parce que l'accompagnement, c'est quelque chose de très important. Et dans le référencement naturel, encore plus, parce qu'on a peur toujours de faire des conneries. Je vois, moi, pour le netlinking, quand les clients me posent des questions, il y en a quand même qui me demandent encore, je reviens au fameux site pour 5 euros, mais une campagne de netlinking, c'est cher. J'ai toujours cette réponse-là. Mmh. Et j'ai toujours ouais, mais j'ai pas le budget. En fait, il faut voir un ordre de priorité, il faut voir le long terme. Comme tu le disais au début du live, il vaut mieux acheter un lien à 100 euros ou à 200 ou à 300 plutôt que 15 liens Bien à 10 sûr, ouais. euros. Il n'y a pas le même impact. Et là où tu as raison, c'est-à-dire que les personnes comme toi qui en ont fait leur métier, c'est que tu n'en as pas fait ton métier par hasard, c'est que tu as un savoir-faire derrière. Si tu es là depuis des années et des années et des années et que la plateforme est là, que tu as des employés, des développeurs, des rédacteurs et une équipe commerciale derrière, c'est pas pour rien, Bien quoi. sûr, bien sûr. Et Et ça, j'embauche minimum une personne par mois. C'est-à-dire chaque mois, j'en embauche au moins une personne. En juin, j'ai embauché 3 consultants SEO et là, ce mois-ci, en juillet, j'embauche 2 contrôleurs de rédaction web. C'est-à-dire tous les contenus qui sont produits, on les contrôle, on les corrige, on les envoie sur le site des clients et on contrôle que ce soit bien intégré. Donc effectivement, en fait, voilà, donc le marché est là. Aujourd'hui, les stratégies de netlinking sont clairement au cœur, des stratégies SEO, donc tout le monde en fait. À l'époque, certaines personnes ne voulaient pas en faire parce qu'ils avaient un peu peur du côté black hat de ça, mais parce qu'ils n'avaient pas conscience qu'on pouvait le faire très proprement. Et du coup, il y a des personnes qui, il y a quelques années, ne voulaient pas en faire, qui aujourd'hui sont revenus nous voir. Et bon, mais mes concurrents en font, je suis à la ramasse. Bon, maintenant j'en fais, je suis obligé. Donc le netlinking, c'est vraiment démocratisé et de plus en plus de personnes en font. Et la demande est de plus en plus grandissante. Et nous, effectivement, c'est juste, on grossit tous les mois, on grossit. Et voilà, et c'est vraiment une belle histoire, ouais. et pour rebondir encore une fois sur ce que tu disais, euh, il y a des sites, c'est-à-dire que quand vous faites un article de blog ou un article ou une page, faire des liens extérieurs qui rajoutent de la valeur et qui apportent quelque chose pour vos lecteurs, c'est bénéfique à la fois pour vos utilisateurs, mais également pour les moteurs de recherche. Alors, faut pas hésiter, et je sais que tu travailles dans ce sens-là, c'est-à-dire que le meilleur lien, c'est celui-là qui se voit pas, mais qui donne envie de cliquer. Tout à Euh, fait. et là où la rédaction a vraiment est très important, c'est-à-dire que si vous achetez un lien et que derrière il n'y a pas le contenu qui va avec et qui n'est pas adapté pour le site qui va recevoir, ça sert à rien. C'est pour ça que faire appel à Nicolas ou à des personnes qui font que ça vous permet à la fois de gagner du temps parce que faire de la rédaction, si vous savez pas là où va aller le texte, ça sert à rien. Tout à fait, exactement. Et après, il faut savoir que le netlinking, effectivement, c'est cher, mais tout dépend le site que l'on a. Quelqu'un qui va se lancer, qui va lancer un nouveau site ou qui a un tout petit site, à partir de 100 et 100-150 €, 150 € déjà, on commence à faire des choses de bien. 150 € sur 6 mois, c'est pas un investissement, ça représente moins de 1 000 € et déjà, on va faire décoller le site. Donc après, voilà, celui qui a pas 1 000 € à investir sur un site qu'il essaie de lancer, effectivement, c'est compliqué pour lui, effectivement. Mais voilà, nous, on a un starter pack, hein, qui commence à partir de 150 € par mois sur 6 mois. C'est ce que l'on vend, presque le plus, hein, parce qu'on en a beaucoup, beaucoup de gens qui se lancent. Et effectivement, les résultats sont là parce que le site, il est tout vierge, il y a pas de backlink dessus et le fait de rapidement le pousser avec un petit peu de lien, il va monter très vite, beaucoup plus vite que s'il était là à attendre que les premiers arrivent, hein. Clairement, l'algorithme de Google est basé sur la popularité, sur la transmission de jus, pas via les liens. C'est le fameux PageRank, hein. Le PageRank existe toujours, mais on ne le voit plus. Le PageRank de Google, ben, il est là et ça passe par la transmission, de jus entre les liens. Donc il faut absolument, ben, recevoir des liens, donc des liens de qualité, hein. Tout à l'heure, on l'a bien précisé, c'est pas tout type de lien. On doit recevoir des liens de qualité et ces liens, ben, vont automatiquement faire, monter votre site, vont donner un indice de confiance à Google. C'est comme dans la vie réelle, plus on est célèbre,
plus on parle de nous et sur le web, pareil, plus on est célèbre, et plus Google nous donne de l'intérêt. Donc voilà, donc on peut gagner, c'est un site qui mettrait 1 an à bien se positionner, on peut avec, 1 000 € de budget arriver à le positionner en la moitié de temps, en fait, en 6 mois. C'est ça. Et pour apporter de la valeur aussi à ce que tu dis, il vaut mieux étaler dans le temps et construire une stratégie le plus efficace possible plutôt que faire 30 liens d'un coup qui n'est pas naturel du tout si vous n'avez jamais fait de lien. Vous êtes mieux d'étaler et d'être le plus naturel possible. C'est un peu comme dans la vie réelle, en fait. Tout est logique. Tout est logique et il ne faut pas se précipiter et être patient. C'est là où c'est important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'en ai quelques-unes qui m'ont été données avant parce qu'il est quand même, ça fait bientôt 2 heures qu'on est là et je remercie Nicolas, mais on a une vie aussi après et je pense que 19 heures, ça serait la deadline pour. Ouais, 19 h serait pas mal, ouais, tout à fait, ouais. Donc je remonte dans la discussion. On avait une question de hop, comment c'est Freddy. Donc sur StreamYard, j'ai pas les noms. Voilà, Freddy qui nous demandait comment enlever les liens sans les désavouer du coup. C'est compliqué parce qu'on n'a pas la main sur le site, donc si on ne peut pas accéder au site, faire lever le lien, c'est compliqué, hein. Donc le désaveu ne sert à rien, à pas grand-chose en tout cas. Si on n'a pas accès au site, après il y a le juridique, hein, si on arrive à identifier la personne sur le site, mais après c'est compliqué souvent, quand on reçoit des liens bien pourris, malheureusement il n'y a pas de mention légale avec un numéro de téléphone à contacter derrière, donc c'est après ce qu'il faut, c'est contacter l'hébergeur. Vous pouvez contacter l'hébergeur et justement faire une requête auprès de l'hébergeur. L'hébergeur est légalement responsable de ce qu'il héberge. Donc si ça vient nuire à une personne, cela peut en fait être pris en compte et le site peut être coupé si besoin. Oui, c'est ça. Il y a l'agence Eskimos qui avait reçu une salve de liens sur je crois, consultant SEO, une requête comme ça. Et ça a été très très compliqué pour eux, mais ils ont réussi à identifier. Et c'est là où aussi il faut faire attention. Je ne conseillerais pas de faire du backup dans ce sens, parce que on peut vite se brûler. Il vaut mieux se préoccuper de nous plutôt que les autres. On avance toujours là-dessus. J'avais une question moi de Paul qui m'avait préparé, qui peut pas être là, mais qui regardera le replay. Une question où tu as sûrement déjà répondu à travers les différents thèmes ajoutés aujourd'hui, mais comment on reconnaît un bon lien sur un site? Comment on reconnaît un bon lien? Le bon lien, il est déjà sur un site, je veux dire de qualité. Alors comment on détecte un site, s'il est de qualité ou pas? Déjà, est-ce que le site, il rank sur son nom de marque déjà? Est-ce que si je tape le nom du site, déjà, j'ai d'autres résultats qui ressortent sur Google que simplement le site, le site derrière? Hem, Parce que maintenant on a Google qui nous a fait une mise à jour il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Google EAT pour, Expertise, Authority et Trust et en gros, Google, maintenant, est capable de voir s'il y a du bruit autour d'un site. Donc moi, par exemple, si je tape Créanico dans Google, on va voir que les 4 premières pages de Google, c'est que des sites qui vont parler de moi, qui vont faire des liens vers moi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'autorité. Donc plus le site aura de l'autorité, plus il va ressortir dans la recherche de Google, mieux c'est. C'est par les réseaux sociaux, c'est par des liens qu'il va avoir autour de lui, et cetera. Déjà, il y a déjà cette expertise, comment dire, cette autorité autour du site. Après, où est-ce que le lien est posé? Est-ce que le lien, il est posé dans un contenu pertinent? Donc s'il est dans un contenu sémantiquement riche et proche du site qui reçoit le lien, c'est mieux. En fait, on évite de faire un lien depuis un site qui serait dans la thématique automobile vers un site qui serait, je ne sais pas, dans l'informatique ou dans, je sais pas, dans le bien-être ou autre chose. En fait, on essaie d'avoir toujours une relation sémantique. On peut avoir, par exemple, un site sur les piscines qui reçoit un lien d'un site de la maison. Maison piscine, c'est connexe en fait. Voilà. Donc là, il n'y a aucun problème. On peut avoir un glissement sémantique entre les deux. Donc on essaie de garder la même thématique, c'est le plus important, la thématique. On essaie d'avoir le lien donc, sur une page qui intègre du contenu riche sémantiquement. Ce lien doit être le plus proche possible de la page d'accueil. S'il est perdu sur une page orpheline à l'intérieur du site, effectivement, il ne va pas recevoir de jus sur la page, donc le lien n'aura pas forcément de jus à transmettre. Le lien doit être en do follow, donc il doit être suivi
pour pouvoir transférer de la popularité. On essaie d'avoir une encre de lien qui soit parlante. On évite des encres de lien trop optimisées, mais une encre de lien qui serait un petit peu large et pourquoi pas en intégrant du branding dedans, ça pourrait être très bien. Et le lien doit paraître naturel en fait. Ouais, il doit donner envie de cliquer, il ne doit pas tomber du ciel. En fait, s'il est là sur la page, c'est qu'il est légitime à être là. Il faut voilà, que ce lien-là soit le plus proche possible de la page d'accueil pour transmettre un maximum de jus. Après, vous pouvez avoir des liens qui soient présents dans les éléments commun à toutes les pages, donc les pieds de page, les sidebar, et cetera. Mais ces liens-là ont beaucoup moins de poids, et ils sont moins légitimes. En fait, c'est pas, on peut pas baser une stratégie de lien que sur des liens en page, c'est pas crédible. En fait, Google, il passe là-dessus, clairement, ouais, c'est pas possible. Donc, on peut avoir un lien sur une page d'accueil, il n'y a aucun problème. On peut avoir quelques liens depuis des pages d'accueil, on peut avoir quelques encres un petit peu optimisées, on peut avoir quelques liens depuis des sites généralistes qui ne sont pas forcément spécialisés, mais voilà, c'est juste des liens par-ci par-là. On essaie la majorité du temps d'avoir des liens de qualité dans des articles riches sémantiquement, avec une encre de lien qui soit naturelle et sur une page qui soit suivie, etc., qui soit indexée aussi. Je ne l'ai pas dit, mais le lien doit être suivi, mais la page indexée, si la page elle s'indexe pas, effectivement, il n'y aura pas de transmission de jus. Donc voilà, donc le bon lien, c'est le lien naturel que l'on peut retrouver sur n'importe quel site et qui soit crédible en fait. Voilà. C'est ça. Et l'indexation, tu as raison de le souligner parce qu'aujourd'hui, il y a énormément, enfin, il y a des millions de sites qui se créent tous les jours et Google a de plus en plus de mal à indexer les sites. Tout à fait. Et c'est un réel problème dans le quotidien parce que quand un site se lance, ça peut mettre pas mal de temps avant que Google le voit maintenant. Et c'est un vrai souci. Donc faites attention à ça. Tu as raison de le souligner parce que c'est de pire en Ben, pire. d'où l'intérêt du netlinking quand on lance un nouveau site, parce que justement, on lance un nouveau site, on met des liens sur des sites qui sont populaires, et ces sites-là vont être crawlés, vont renvoyer les bots de Google vers le site qui reçoit le lien. Donc du coup, on va vous découvrir beaucoup plus rapidement et il y aura beaucoup plus de bots qui vont passer sur votre site. Donc il va se référencer plus rapidement parce que par le fait d'envoyer les robots plus souvent sur votre site, mais aussi le fait de recevoir des liens et que ce soit un gage de popularité en fait. Il y a vraiment un double effet là-dessus en fait. C'est ça. Et qu'est-ce que tu penses, je rebondis parce que j'avais Arnaud qui m'avait posé cette question, qu'est-ce que tu penses des liens en commentaire et des liens annuaires? Alors les liens annuaires, on peut en avoir quelques-uns, il y a des très bons annuaires, hein. Bon, il y a annuaire et annuaire. Un annuaire spécialisé dans un domaine, dans un métier, ou un annuaire local dédié à une ville, ou l'annuaire, par exemple, moi je suis présent dans l'annuaire des prestataires de la CCI de Montpellier, c'est un annuaire, mais c'est un très bon annuaire, c'est vrai. Il y a vraiment, voilà. Après l'annuaire généraliste, national, qui a tout et n'importe quoi dessus, effectivement, et en plus qui rank pas forcément, c'est pas forcément très pertinent. Donc on peut avoir quelques liens annuaires, mais voilà, nous on en vend un petit peu sur Semjus, mais on en vend très peu, hein. Peut-être sur 50 liens, on va vendre deux annuaires, donc on en vend très peu des annuaires. Mais c'est bien pour venir mixer un petit peu le profil de liens et de venir chercher, voilà, allez, on a un bon annuaire, allez, on l'intègre à la stratégie, ça permet un petit peu de mixer un petit peu les types de liens. Donc tu m'as demandé pour les annuaires, tu m'as demandé pourquoi les Et annuaires et les les- commentaires de blog. Alors maintenant, les commentaires de blog, bon, il y a eu beaucoup d'abus là-dessus. Ils ont beaucoup moins de poids parce qu'ils sont en bas des articles et souvent ils sont sur tous les sites WordPress, ils sont en nofollow, donc ils sont pas suivis et il n'y a pas de transmission de jus qui est faite. Donc bourriner dans les commentaires des blogs, honnêtement, il n'y a pas de peu de pertinence. On peut en faire quelques-uns, c'est toujours un bon signal d'avoir un lien d'un gros site qui soit même nofollow, ça reste quand même un signal. Mais non, n'allez pas pourrir le web de commentaires pour pouvoir récupérer des backlinks. Surtout que maintenant, Google nous demande d'identifier les liens qui sont issus de commentaires. C'est les liens, je crois de mémoire, c'est les UGC qui nous permettent de justement de savoir que c'est un lien d'un contenu tiers rajouté sur un site en fait, et d'identifier que ce n'est pas le propriétaire du site qui a mis le contenu, mais voilà, une personne tiers via un commentaire. Donc du coup, ça aura beaucoup moins de poids dans l'algorithme. UGC et Sponsorit sont en nofollow d'ailleurs.
Donc, Alors en fait, c'est que, Google a voulu, arrêter le nofollow, et en fait, il veut qu'on l'aide à identifier les liens. Donc, le sponsored, honnêtement, pour l'instant, ça fait des mois que c'est sorti, personne ne l'utilise. Mais alors, clairement, on ne va pas se tirer une balle dans le pied en disant: «Bah, oui, ce lien-là, je l'ai acheté, il est bah, sponsorisé». Non, mais non, bien sûr, on on le fait pas. Et les UGC, c'est un peu le même principe. Après, de là à dire que ça vient remplacer le nofollow, oui, je pense que par ces liens-là, il y a une atténuation du jus qui est transmis. Je pense que oui, effectivement, le sponsored peut être complètement bloqué comme le nofollow. Après, l'UGC, je pense qu'il peut en tenir compte, mais peut-être que je sais pas. Après, je dis ça comme ça, mais peut-être qu'on aura un faible pourcentage du jus récolté par le lien, parce qu'il sait que c'est un contenu tiers, en fait. Ouais. c'est exactement ça. Bon, bah écoute, il est 58. Je pense que ça a été très très riche et je te remercie. Avec Euh, grand plaisir. je vais rediffuser le live sur YouTube pour tous ceux qui bossent ou qui n'ont pas pu le voir. J'ai eu beaucoup de demandes, comme tu as pu le voir dans les commentaires. Et ça sera avec plaisir que je te recevrai, si tu veux bien, pour la présentation de ton thème sur WordPress, parce qu'il y a pas mal de monde sur OK, WordPress. mais avec grand plaisir. Et je pense que étudier le thème en montrant le balisage et le savoir-faire que tu as mis derrière pourrait Mmh. être très riche en valeur ajoutée pour Ouais, les... mais de comprendre déjà, ça pourrait permettre de savoir auditer un autre thème et comprendre comment un thème peut, oui, ça pourrait être pas mal. On peut faire ça en partage d'écran, et je montre justement ce qui a été fait, comment ça a été fait, quel est l'intérêt, et cetera. Voilà. Après, si tu veux, je te ferai passer, donc bon, ça sera courant juillet. Bon, là, je pars lundi, là, on enregistre le 2 juillet. Je pars en congé, moi, juste après. Je rentre autour du 20, et je pense que le thème sortira justement entre le 20 et le 30 juillet, quand je serai en retour de congé. Je vais pas lancer ça, pendant les congés ou avant. Bien sûr. Donc voilà. Et puis après, si tu veux même organiser quelque chose pour ta communauté, je peux vous faire gagner des licences aussi. Ça pourrait être sympa de faire si tu veux faire un petit concours, des choses comme ça sera avec grand plaisir que je vous offrirai des licences si vous voulez essayer le thème également. Ouais. Ah bah oui, avec grand plaisir, je te remercie. Je te remercie et merci pour ton franc-parler et toutes les valeurs que tu as données aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir et ça fait toujours du bien d'entendre des paroles comme les tiennes. Donc, merci beaucoup. Et Ben, merci à toi, et à très si, bientôt alors. si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et sur YouTube, n'hésitez pas non plus. Si nécessaire, je les transmettrai à Nicolas et si je peux, moi, je vous renseignerai avec grand plaisir. Allez, à bientôt et passez une bonne soirée. À bientôt, ciao.